Bonjour Nifa, Bonjour. bienvenue. On t'a invité à prendre part à une plateforme média qu'on est en train de développer pour les rencontres urbaines de Nancy. Et je dirais que pour commencer, on aimerait te laisser la possibilité de te présenter. Tout à fait. Alors, je suis Nifa, j'ai 31 ans, je vis à Paris et puis je suis depuis quelque temps journaliste rap, ou en tout cas créatrice de contenu autour du rap. Voilà, je parle de rap, je bavarde au sujet du rap francophone essentiellement sur les internets. Voilà. J'ai un parcours un petit peu particulier puisque c'est tout récent que je me suis mise sur ce volet-là qui me passionne depuis des années. Mais avant ça, j'avais un job assez classique, je travaillais dans les ressources humaines pour différents types d'employeurs et puis très récemment, j'ai décidé en fait de me consacrer à ça à plein temps. Voilà. Et comment c'est venu c'est-à-dire comment c'est apparu en toi cette passion pour le rap? Alors, Et est-ce que c'est juste le rap ou c'est l'urbain, je dirais, en général? ça a été l'urbain au départ, et très tôt, très jeune. Je pense que, je sais pas, vers mes 10 ans, mais parce que j'ai baigné autour de ça. J'avais autour de moi des grands, des oncles, des cousins. Ma mère aussi qui est très mélomane, moins le rap, mais quand même la musique noire déjà, la soul. Et les grandes divas noires déjà. Donc ça, la musique, c'est un décor pour moi, c'est une ambiance, ça a toujours été là. Et je pense que mon premier souvenir, ça doit être déjà en école primaire, l'album des 213. Je me souviens que j'avais pris ma première gifle et j'avais compris que j'allais faire avec le rap pendant longtemps. Donc l'urbain, alors moins les autres disciplines du hip-hop, moins le grave parce que moi je suis un enfant des années 90, donc vraiment très jeune. Et donc je voyais ça de loin, mais j'avais pas cette sensation que c'était lié aussi à un grand mouvement qu'on appelait le hip-hop. Mais ça a été très vite les disques et les interprètes, moi, plus que les autres disciplines du hip-hop comme le DJing ou le graphe ou ce genre de choses. Donc moi j'ai été tout de suite fascinée par les interprètes, en fait, tout de suite. J'ai tout de suite été une fan, j'ai tout de suite idolâtré les artistes rap. Et quand tu parles de rap, tu parles de rap francophone ou de rap américain ou des deux? Les deux. Les deux, parce que souvent, les premiers artistes rap que j'ai vus à la télévision française étaient français. Donc, je pense à Driver, par exemple. Je pense à Oxmo Puccino, et qui m'avait marqué. Et tout de suite, je me souviens de mes oncles qui me disaient « Mais tu sais, il y a un rappeur qui s'appelle Biggie, qui est aussi en embonpoint, comme ça, fort, qui rappe et qui est dans la frime, un peu comme Driver, un peu comme Oxmo, mais dans un autre style. » Et donc, j'ai vite fait le pont. Et puis après, le câble est arrivé aussi. J'ai eu la chance d'avoir le câble très tôt à la maison, et donc MTV. Et donc, j'ai réussi très rapidement, très jeune, je pense vers vraiment 11-12 ans, à faire le pont entre le rap francophone, le rap français surtout, et les têtes d'affiche américaines, surtout les têtes d'affiche. J'avais vraiment ceux qu'on voyait, qui étaient très connus mondialement tout de suite, donc Tupac, Biggie. Donc voilà. Quand tu dis que c'était les interprètes qui te parlaient, c'est la mythologie autour d'eux, Ouais, c'est les personnalités, les stars, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est la mythologie, c'est exactement ce mot-là. C'est-à-dire que tout l'apparat, en fait, toute cette chose légendaire autour des rappeurs, ce fantasme, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi, l'attitude un peu dangereuse, la frime, les bijoux, les nanas dans les clips. Il y avait quelque chose qui me fascinait, de l'ordre du réel, alors que c'est complètement, je le sais maintenant, que c'est complètement de la scénographie, du personnage. Mais à ce moment-là, moi, j'étais limite des super-héros, quoi. Et puis il y avait quelque chose aussi dans la représentativité, je pense. C'est-à-dire de voir des hommes noirs à la télévision. Je sais, j'en ai conscience aujourd'hui, c'était quelque chose de, pour moi, waouh! Voir des gens avec la même couleur de peau que moi, c'était assez incroyable. Donc je me disais, mais c'est qui ces mecs qui ont plein d'argent, qui ont des grandes maisons? Donc il y avait beaucoup ça. Et les textes, c'est venu après, si je suis vraiment honnête. S'il y avait vraiment cette chose de, waouh, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'avoir cette vie. Et après, j'ai commencé à me pencher sur les textes, la profondeur, la technique, tout ça, c'est venu progressivement par couches. Et comment se sont construites ces couches? Bah avec ma maturité, je pense, puis parce que je pense que c'est propre à l'être humain, après de faire le tour à chaque fois, c'est-à-dire que quand je grandis et que ça y est, ça m'intéresse moins et que moi aussi en tant que femme, je pense que je développe une autre identification
C'est-à-dire que, étant petite, je me dis pas que je suis une jeune fille, je me dis que je suis une petite fille et que ça m'impressionne. Après, je deviens une jeune femme, donc je me dis, ouais, bon, des filles autour d'une piscine, c'est cool et tout, mais en fait, qu'est-ce que tu me racontes? Donc du coup, après, il y a ce truc de plus ma maturité avance, plus ma culture avance, plus mes aptitudes avancent, plus j'ai envie de creuser. Donc ces couches, elles apparaissent au fil de comment moi je deviens une femme et comment moi je deviens un adulte, en fait. Et du coup, pour comprendre, parce que c'est rap, où il y a eu des moments de, je dirais pas d'ouverture, presque de trahison, c'est-à-dire c'est-à-dire tu es tombé dans la marmite et au final c'est ça tu restes dedans, ou quand même ça fait partie d'un univers sonore qui est beaucoup plus vaste et mais sur lequel au fait tu as ta certitude, quoi. En fait, non, j'ai compris très rapidement que j'aimais beaucoup la musique, que ça allait être très important dans ma vie, que j'en avais besoin, que ça changeait mon humeur, que ça influait sur mes attitudes, sur mon envie, sur ma motivation. Plus que les autres personnes de mon âge, je voyais à quel point c'était important que j'écoute de la musique avant de dormir, que j'écoute de la musique en me levant le matin, et de tout genre. Donc je suis un enfant aussi de la variété française classique de la télévision, Mylène Farmer, voilà, enfin, j'ai aussi ces icônes-là dans ma tête, étant petite. Mais j'ai vite compris que le rap, il y avait quelque chose de spécial, que voilà, j'avais ma petite obsession. Voilà, j'ai une obsession rap, pour citer le livre de l'ABCDR du son. J'ai une obsession rap, mais ça me fait toujours du bien d'ailleurs, pour vivre bien avec cette obsession rap, ça me fait toujours du bien de me mettre un disque de Bachung, pour déconnecter de temps en temps, parce que j'aime aussi la musique de manière globale. Je vais avoir envie de découvrir un autre artiste électro, je vais avoir envie qu'on me prescrive d'autres choses autour de moi. Mais les gens le savent, je suis obsédée par le rap. Prescrivent quelque chose d'autre, donc vraiment comme un médicament. Oui, c'est de la prescription, je le dis souvent ce mot. On me prescrit des choses. Et un peu en mélomane comme toi, je dirais, c'est aujourd'hui du coup le rap, c'est quoi? Parce que le rap aujourd'hui de 2021, il est quand même bien différent même par rapport au rap d'il y a 10-15 ans. La question c'est aujourd'hui, est-ce que c'est les textes, est-ce que c'est les bases, est-ce que c'est comme il y a 20 ans? Est-ce que c'est, voilà. Ouais, non, ça a extrêmement changé, c'est une mutation même qui est continue. Maintenant, notre rôle, enfin en tout cas, je m'inclus maintenant dedans parce qu'on fait souvent la remarque que ça y est, tu fais partie du commentaire rap, il faut arrêter de te voir strictement comme une auditrice. Et je pense que notre rôle en tant que journaliste, c'est d'essayer de capter pendant tout le long de cette mutation du rap qui est continue, voire même effrénée, c'est-à-dire que ça change beaucoup ces dernières années, c'est de s'arrêter et de créer quand même des petites bulles de temps en disant « Ah tiens là, de 2015 à 2021, il s'est quand même passé ça ». On a eu la nouvelle décennie, donc quand on est passé en 2020, on a essayé tous, chacun à différents niveaux dans des médias, de faire le bilan de cette décennie qui a été extrêmement spéciale, à plein de niveaux, plein d'égards. Et donc en termes de volonté pour les artistes, c'est-à-dire soit d'être des auteurs, des plumes, d'autres veulent créer un son, d'autres veulent faire passer encore des messages. C'est les gros pôles qu'on connaît du rap. Aujourd'hui, on a quelque chose de très hybride. Certains artistes veulent faire tout, veulent essayer de porter un message, veulent essayer de faire un son, créer un nouveau son, et veulent essayer, ou certains veulent juste divertir. Donc, et dans des albums, on a toutes ces volontés-là des fois réunies. Parfois, ça marche super bien, parfois moins, parce qu'on sent que c'est télécommandé ou appelé ou fabriqué comme un cahier des charges en fait, pour plaire à tout le monde. Donc ça, c'est intéressant à voir et à décrypter et à dire pourquoi là ça marche moins, pourquoi ce phénomène d'un artiste qui aurait, je sais pas, explosé ces derniers mois, qu'est-ce qui se passe, qu'on aime ou pas, hein. Et c'est ce qui rend passionnant en ce moment le commentaire du rap, même si on peut aussi ensuite, en tant qu'auditeur, du coup, là j'enlève ma casquette, dire si on préfère les années 10 ou les années 90 ou les années 2000. Ça, après, c'est le propre de chacun qui est lié à la nostalgie, aux souvenirs, parce que la musique, c'est ça aussi. Moi, j'ai un amour pour les années 2000, mais c'est simplement parce que j'étais jeune adulte et ado et que c'est mes plus beaux souvenirs de vie, en fait. Donc, voilà. Et si la mythologie te fascine toujours quand même un peu, ou c'est... Ouais. Oui. Ouais. J'ai envie c'est dur parce que j'ai 31 ans, donc
qu'un rappeur ou une rappeuse m'impressionne aujourd'hui et arrive à me vendre quelque chose d'irréel ou d'impressionnant, c'est forcément moins évident. C'est pour ça que souvent, on dit entre nous en émission, ah, on n'est peut-être pas la cible. C'est la phrase qu'on dit souvent, ah, je ne suis pas la cible, c'est pas destiné à moi. En fait, c'est pas qu'on n'est pas forcément la cible, c'est qu'on est juste, l'âge avançant fait qu'on est moins impressionné que moi à 12 ans en voyant Biggie dans une grosse piscine, Notorious Big dans une grosse piscine avec plein de nanas. Ça ne m'impressionne absolument plus maintenant. Parce que c'est une maraude pour moi maintenant, cette esthétique. Donc, ce qui me motive aujourd'hui, c'est d'essayer de découvrir de nouveau, d'avoir la sensation des premières fois, en fait. Tout simplement, le rappeur ou la rappeuse qui arrive et waouh, qui sait, je veux en savoir plus. Et dans je veux en savoir plus, comment ça s'est passé? Tu parles de l'arrivée du câble dans ta vie. Ouais. Si le câble a été un choc, qu'est-ce que ça a dû faire, Internet? Raconte un peu les différents systèmes de découverte. Ouais. Bah, Déjà la préhistoire. Avant le câble, c'était comment? Avant le câble, c'était la radio. Et moi, pour pas faire offense à Skyrock, moi j'étais de la team Ado FM. Voilà, moi j'écoutais Ado. Qui était un peu plus, je trouve, axé sur l'outre-Atlantique déjà. Surtout la nuit, je me souviens, il passait quand même pas mal de morceaux de rap ou de R&B des US. Donc moi j'aimais beaucoup Ado FM et voilà, moi c'était la radio, donc j'entendais Brian McKnight, j'entendais Angie Stone, donc des artistes US, j'entendais DMX et puis j'entendais aussi un peu de rap français, donc tout était mélangé. Et c'est pour ça que dans mon esprit et dans mon commentaire du rap aujourd'hui, souvent je fais beaucoup d'analogies, on me le dit souvent, parce qu'en fait, tout est arrivé comme ça, moi, le français et l'anglais, tout est arrivé un peu mélangé. Donc ça a été beaucoup d'heures passées allongées sur mon lit à écouter la radio. Et voilà, et des fois souvent pas retenir les titres parce que c'est de la radio et donc du coup on le fait des lances. Enfin voilà, le propre même d'une émission de radio, quoi. Donc moi c'est ça mon premier souvenir avec la consommation de la musique. Et puis après est venu le câble, et donc là j'avais l'impression que j'étais une américaine. Tout bonnement. J'avais un regard, tout le monde n'avait pas le câble, donc ça paraît... voilà, c'est comme, je pense que c'est la même sensation, mais en moindre évidemment, et je pense qu'ils ne le ressentent pas, cette génération Z, d'à quel point c'est dingue que tout se soit raccourci. Mais moi, c'était cette sensation-là que j'avais, en moins en tout cas, enfin pas aussi fort, mais voilà, j'avais l'impression que je pouvais voir quelle était la nouveauté là-bas, même s'il y avait quand même un fort décalage, mais j'avais l'impression de me dépayser aussi, de voir une autre esthétique. Voilà, outre-Atlantique, c'est déjà plus la frime, c'est déjà plus exagéré. Donc moi, j'adorais passer des heures devant la télévision, MTV, UMTV Rap, toutes ces petites émissions, et même autres que la musique, leur format d'émission autour de la culture, les interviews. Et là, c'est là qu'on rentre dans le dur de notre échange, parce que c'est ça aussi qui m'a vachement giflé en fait, c'est de voir l'intérêt autour de la culture, comment eux se structurent. Je me le disais pas à cet âge-là, mais je voyais, j'avais le souvenir d'un journaliste qui s'appelait Trevor et qui interviewait tous les artistes rap sur la chaîne MTV Base cette fois, qui était spécialisée dans le rap. Et on s'intéressait au-dessous des clips, au parcours des artistes, des producteurs, des réalisateurs de clips. Donc on allait dans tous les métiers. Moi, c'était de la nourriture, tout simplement, pour moi. Et après? Ça ne t'a pas donné envie de faire productrice? Ah non, moi, c'était loin de moi. J'étais écolière, je voyais ça. C'était mon hobby, c'était ma passion. Comme certains avaient autre chose, moi, j'avais ça. Mon temps libre, c'était beaucoup la télévision, ce qui ne réjouissait pas mes parents, surtout ma mère, mais voilà, c'était de regarder ce qui se passait là-bas, tout ce qui était attrait à cette culture. Mais j'ai mis du temps entre ce moment-là, toutes ces années d'adolescence, de la préadolescence, et le moment où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Enfin, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est mettre la lumière sur ces choses-là, c'est parler de ces choses-là. C'est venu que très, très récemment, ces 3-4 dernières années, en fait. Donc, et puis Internet, du coup, on y vient. Internet a accéléré cette envie, a accéléré mon avidité, je pense, cette soif tout le temps permanente de savoir. Parce que là, c'était plus rapide, hein. On n'avait qu'à aller sur YouTube, sur Dailymotion à l'époque aussi. On tapait 2-3 mots-clés et c'était réglé. J'avais une interview, j'avais
un format, enfin il y avait plein de choses. Donc là, je pouvais le regarder à n'importe quel moment. C'était pas ce rendez-vous qu'on a avec la télévision où bon, l'émission est diffusée à telle heure. Là, c'était quand je veux. Et donc c'est les années où j'étais étudiante, donc j'étais plus autonome, plus libre. Donc ça venait vraiment de moi, quoi. Je voulais. Donc c'était juste un passe-temps pour moi. Je passais mon temps à aller m'intéresser au rap et les outils digitaux ont accompagné ça et ont facilité cette passion, ce hobby que j'avais en fait. Mais ce hobby a dû s'appuyer sur une connaissance approfondie de l'anglais. Aussi, même si je trouve que pour quelqu'un qui a regardé autant de contenu en anglais, je ne suis pas assez bilingue. Mais oui, ça a forcément facilité. Et donc, ouais, je me suis abreuvée de toutes ces choses-là sans me rendre compte que j'étais en train d'accumuler du savoir. Et en plus, en tant que femme, dans un milieu d'hommes, on y vient forcément, je me rendais pas compte que je savais autant qu'eux, du coup. Que j'avais regardé les mêmes contenus qu'eux, que je pouvais avoir des conversations avec eux, parce qu'en fait, on s'était pris les mêmes gifles au même moment. Donc c'était mon hobby secret, en fait. Pas secret, parce que les gens savaient quand même, mais c'était mon truc. Tu ne pouvais pas le partager avec des gens de ton âge à ce moment-là? Non, parce que c'était trop intense. Les gens de mon âge écoutaient des singles qui passaient à la télé ou à la radio avec leurs parents en voiture, ce que je faisais également, mais moi, ça ne suffisait pas. Il fallait que j'ai les crédits de qui a produit. Donc quand j'avais je sais pas, moi je me souviens d'un clip de Kélis, j'ai plus le titre en tête, un morceau très connu, les gens sauront, et je me souviens d'avoir été regarder les crédits, d'avoir vu que c'était Pharrell Williams qui avait produit, et donc du coup là on a ouvert une porte gigantesque. Je me suis dit bon bah voilà, et puis The NERD, et puis après on creuse, et puis c'est sans fin, c'est un fil qu'on tire et qui est sans fin pour moi, cette culture-là, quand on est curieux. Et moi, à cet âge-là, même si c'est l'âge où on s'intéresse à plein de choses, j'étais quand même super intense par rapport aux gens de mon âge, donc c'était un peu en... Ouais, elle est tankée, quoi. Elle y va, elle parle que de ça toute la journée, donc bon... Elle est un peu bizarre. Elle est un peu bizarre, ouais, c'est le mot, c'était vraiment le mot. Donc quand j'ai fini par rencontrer, et c'est venu tard, c'est venu en 2010-2011 avec ma rencontre avec les membres de l'entourage, c'est la première fois que j'ai rencontré des personnes aussi obsédées que moi par le rap. Une bande de gars qui rappaient dans Paris, qui freestylaient à gauche à droite. Donc c'est ma rencontre avec ces mecs-là où je me suis dit, ah, enfin des copains, des gens qui sont comme moi, qui pensent au rap toute la journée. Sauf que bon, eux, c'est des interprètes. Donc il y avait les deux. J'avais cette petite fascination parce que je les trouvais cool. Bon, pas aussi cool que quand j'ai découvert Notorious Big, mais je les trouvais cool. Et en même temps, ils étaient comme moi, complètement... Donc du coup, c'était génial. Donc c'est ma première rencontre. Et ça vient tard, parce que j'avais 20, 21 ans, je pense. Ouais, dans ces eaux-là. Et c'était un soulagement et de me dire, ah, enfin, ma famille. Voilà. C'était ça, en fait. Donc voilà, c'est ça. Ça a commencé à être un truc avec lequel je vis bien vers 2010. C'est-à-dire, voilà, moi, je suis une obsédée du rap. Dès que j'ai fini de bosser, bah, c'est ça qui m'intéresse. Dès que j'ai fini ma journée de travail, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et la question, du coup, c'est qu'est-ce qui fait, au fait, que tu t'es pas projeté professionnellement dans ce milieu très tôt, parce que c'est arrivé à beaucoup. Alors pour moi, c'est pas une faute ou autre chose, parce que j'ai un parcours un peu similaire au tien. Mais du coup, qu'est-ce qui fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de caractère? Est-ce que c'est une question d'environnement familial? Est-ce que c'est une question d'environnement d'amis? C'est-à-dire qui font que tu te sens vraiment un peu isolé? Voilà, qu'est-ce qui fait, ou un peu de... Je pense que c'est les trois. Et l'un après l'autre. C'est-à-dire que l'environnement familial, où clairement mes parents qui ont une importance aux études immense, mon père a fait des études, donc lui, dans son schéma, dans son narratif à lui, il est arrivé en France dans les années 80, il est allé à la fac de Nanterre, il a un bon parcours, il a eu un bon job, c'est une chance pour lui. Donc il s'est dit, toi t'es né ici, ça va glisser, tu vas nous faire un parcours, voilà. Donc pour lui, il n'y avait pas d'autres... voilà. Surtout, mon père et ma mère est plus arty. Donc elle a un boulot, elle est fonctionnaire, mais elle a une partie d'elle, parce qu'elle a un rapport aussi à ça, elle a eu un métier en arrivant en France dans le stylisme, elle a travaillé dans des maisons de couture, des grandes maisons de couture, et Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, et après elle m'a eu
Et elle a écourté ce rêve-là. Donc je crois qu'elle a un rapport au rêve d'enfant qui est différent de ceux de mon père. Et donc, elle avait toujours ce truc de, bon, si c'est ça que t'aimes bien, essaye. Ou non, on pourra pas t'aider, mais nous, t'as la possibilité de pouvoir y aller. Donc j'étais quand même aussi entre ces deux humeurs-là, ces deux histoires de vie-là. Mais j'ai quand même joué la sécurité. Donc j'ai eu mon bac, j'ai eu de très bonnes notes, je suis allée à la fac, j'ai fait une école de commerce pour avoir, je suis allée dans une boîte à diplôme, quoi. Et donc j'ai eu mon diplôme et puis après j'ai fait de l'alternance, puis je suis arrivée en entreprise et puis j'étais chargée de recrutement et puis voilà, enfin assistante RH, etc. J'ai fait mon parcours parce que c'était sécurisant, rassurant pour mes parents et mon objectif c'était de les rassurer parce qu'ils étaient morts d'inquiétude sur est-ce qu'elle va s'en sortir, parce que nous ça a été dur et voilà. Donc c'est ça mon schéma de réflexion et pour plein de jeunes de mon âge et c'est comme ça qu'on réfléchit en premier. Après ça m'a rattrapée. Cet environnement-là, oui, j'y ai cédé, ce conditionnement, j'y ai cédé, mais après, mon caractère aussi, tu parlais de tempérament, mon tempérament un petit peu, non, c'est pas pour moi, non, je pense pas que ça soit non, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est trop bien, c'est pour des gens un peu plus cultivés, un peu plus instruits, je peux pas faire ça, donc il y a aussi le tempérament, et ensuite l'environnement amical, mais qui est là, jouer en ma faveur. En fait, en 2010-2011, quand je rencontre les membres de l'entourage, dans lesquels il y a Nekfeu, Dinber Bigo, Alpha One, les membres du S-Crew, enfin voilà, des rappeurs aujourd'hui qui ont fait leur parcours, qui ont réussi, mais qui à l'époque débutaient, de rencontrer ces personnes-là, de les fréquenter, même si ça a été court, ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans, où j'étais vraiment au plus proche de ce qu'ils faisaient, ça a changé en fait ma perception des choses, c'est-à-dire, je me suis dit non, je peux le faire. Eux aussi me disaient, mais en fait, pourquoi nous, on veut être interprète, nous, on veut sortir des disques, on veut réussir dans ce milieu, mais tu peux y réussir à ta façon. Alors, il n'y a pas encore de chemin, puisque à ce moment-là, le journalisme rap est au point, est de nouveau au point zéro, puisqu'on n'a plus de magazine papier, Radical, RAP, tout ça malheureusement. Et je me souviens même d'avoir participé à la dernière une du Rap Magazine. Ils ne le savaient pas à ce moment-là, Rap Magazine, mais ils font la une de 1995. Moi, je me souviens que j'avais pu faire une photo, ils les avaient mis dans le magazine. Et quelques mois plus tard, moi, j'avais même eu le courage de demander un stage. Donc, je commençais déjà à me dire, peut-être que, voilà. Et en fait, et puis je crois que c'était même favorable. Ils avaient bien envie de me prendre à l'essai et tout. Et puis, je reçois un mail pour dire que voilà. Et c'était, je crois, l'un des derniers qui survivait de magazine papier. Donc, il y avait des sites spé, mais c'était dur, et pas de modèle économique. Donc les gars me disaient ça, mes amis du coup, me disaient mais tu peux faire des trucs, tu peux écrire, etc. Ou fais un blog, débrouille-toi, mais tu peux commencer par quelque chose. Et ça a mis une graine. J'ai pas eu le déclic à ce moment-là, mais ça a mis une graine. Je me suis dit peut-être que donc le schéma familial et mon tempérament m'ont ralenti, n'ont pas facilité le déclic et c'est plus ces artistes-là qui étaient mes amis à ce moment-là, qui ont mis la germe parce que je me suis dit, eux aussi partent de rien, peut-être que je peux faire quelque chose moi aussi à mon échelle, dans mon domaine. Tempérament, le fait d'être une femme aussi peut-être, tout simplement. Oui, aussi. Sans que ce soit une question on en reparlera, de la misogynie du monde du rap ou quoi, mais sans que ce soit une question du rap spécifiquement, c'est le fait, ce que tu décrivais, de je ne suis pas assez cultivée, je ne suis pas assez légitime, je ne suis pas assez bonne. Ouais. Et c'est une bande de garçons qui t'a donné... Ah oui, ça... J'aime bien le préciser, parce que même s'il y a encore plein de boulot à faire dans les métiers, dans tous les corps de métier d'ailleurs, et ce qui se passe en ce moment c'est très bien, que la parole se libère, etc. Et je pense qu'aucun milieu professionnel n'est épargné, parce qu'il y a eu au début du mouvement MeToo un peu de « non mais chez nous ça se passe très bien ». Non. Donc c'est bien qu'il y ait tout ça, mais en même temps, moi j'ai envie aussi de dire qu'à mon échelle, dans mon expérience, j'ai eu aussi la chance, et c'est encore le cas aujourd'hui, de croiser des hommes extrêmement bienveillants avec moi et qui au contraire m'ont dit mais non, tu connais limite plus de trucs que moi, tu pourrais le faire, vas-y, ou même m'aider à le faire, me mettre en contact avec des gens, que ce soit, comme je disais, ce collectif de l'entourage qui eux étaient même, mais ce serait super novateur, une femme qui aurait son propre média rap, eux ils voyaient déjà les choses en grand et c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui, mais certains me disaient mais il faut le faire, il faut que tu sois la première même. Moi, j'étais encore un peu, doucement quand même.
j'ai pas l'impression que je puisse avoir ça dans le ventre. Je pense que je suis juste une petite bavarde obsédée qui adore parler de rap tout le temps, mais de là à mener des interviews, à écrire des choses, à faire des contenus, je ne pense pas. C'est qui est finalement en train de se passer. Du coup, pour continuer sur cette question aussi des femmes dans le rap, est-ce que c'est aussi l'absence de modèles féminins dans le rap, ou est-ce que tu en as vu, fait des femmes qui ont été qui ont ouvert des pistes J'ai commencé vers 2011 à m'intéresser aux médias. Donc maintenant que ça y est, c'est comme un sportif, j'ai ma routine d'écoute, de consommation du rap. J'avais cette boulimie d'aller tout le temps chercher, elle s'est neutralisée, je la maîtrise maintenant. Et donc est venu le moment après où j'ai eu envie de m'intéresser à comment on crée du contenu, qui sont ces gens qui parlent de rap, est-ce qu'il y a des femmes, c'est venu aussi en deuxième temps, mais surtout qui parlent de rap. Et j'ai commencé à voir qu'il y en avait, mais surtout outre-Atlantique. Et donc je me souviens, un premier modèle qui était Angie Martinez, qui animait une quotidienne sur une radio importante à New York, enfin aux États-Unis, de hip-hop. Et donc elle recevait tous les jours un invité, et moi j'étais là, waouh, c'est impressionnant. Alors une quotidienne, c'est une femme qui anime une quotidienne à la radio, une radio extrêmement importante, référente sur Hot 97. Voilà, c'était donc je me disais c'est possible. Et moi déjà, je pense que c'est là que j'ai germé aussi cette envie que j'ai pas encore, ce rêve que j'ai pas encore réalisé d'animer une quotidienne, puisque c'est clairement mon rêve. Et donc parce que la radio, je l'ai beaucoup nié, mais en fait j'adore ça. Et je pense que mon passage à OKLM Radio, on en parlera, à réveiller ça. Et donc Angie Martinez, ça a été le premier visage où je me suis dit, quand je l'ai vu interviewer Jay-Z, quand je l'ai vu la façon dont elle est à l'aise avec ces rappeurs-là qui sont mes idoles, je me suis dit ok, c'est quelqu'un. Elle, c'est quelqu'un. Elle n'a même pas besoin d'en faire beaucoup, très sobre, mais super impressionnante. Et en France, moins, en tout cas moins avec des noms forts. C'est-à-dire que je pouvais voir des femmes, mais elles étaient liées à la culture de manière globale. Je pouvais les voir sur France 5 ou sur des choses, mais elles vont être liées souvent à quelque chose de féminin ou de la mode ou les vêtements. Et moi, c'était vraiment le rap. Je voulais une femme qui parle exclusivement de rap, j'en avais pas vu. J'avais vu des journalistes femmes ou des chroniqueuses femmes, mais on les mettait peut-être sur des choses comme le R&B ou la mode ou le gossip. Ah tiens, qui sort avec qui? Un peu des choses légères comme ça, en tout cas quand j'étais plus jeune. Ça a beaucoup changé maintenant, heureusement. Donc je pouvais pas vraiment m'identifier à part dire que ça existait, quoi, et dire ok, elle est autour de la table avec d'autres hommes, c'est cool, mais c'était pas suffisant. Moi je voulais un équivalent féminin d'un Fred Musa, d'un Fif de Bouscapé, il n'y en avait pas. Maintenant, ça m'a pas gêné outre mesure parce que je me suis dit, en même temps, si je prends individuellement tous ces exemples-là masculins, c'est des mecs, par exemple Fif et Ahmad de Bouscapé, qui ont commencé par eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour les gens de la culture. Maintenant, c'est devenu très gros comme média, mais en fait, il suffit de le faire. Je me suis dit, ok, c'est des hommes, mais c'est peut-être parce qu'il y a aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce truc où les hommes osent peut-être plus que nous, et que voilà, donc c'est ce déclenchement psychologique aussi de juste oser et essayer. Et donc, oui, non, j'ai eu très peu d'exemples français, en tout cas, pour me référer, et ça m'a clairement fait douter, en fait. Je me suis dit, peut-être que c'est parce que pas qu'on veut pas de nous, mais que ça va être plus compliqué de mélanger les genres, ou peut-être parce qu'à chaque fois on nous fera pas confiance et que je vais devoir faire plus mes preuves ou montrer 2 fois plus. Je pensais déjà ça avant de me lancer, et puis je me suis lancée et ça a été le cas. Je me suis rendu compte que oui, j'avais raison, il va falloir que je sache 2 fois plus qu'eux, sachant que je sais déjà beaucoup, mais il faut déjà, avant d'impressionner les gens à qui on a envie de parler de rap, il faut impressionner ceux avec qui on parle de rap. Et c'est ça qui est un peu des fois épuisant pour moi et pour plein d'autres journalistes femmes, je pense, de ce milieu ou de femmes de cette industrie, qui ne sont pas forcément journalistes, même en maison de disque. Je pense qu'avant de pouvoir développer tes idées, tes projets, il faut déjà convaincre des tas d'hommes. Mais ça, c'est normal de devoir convaincre ses collègues, mais je pense que c'est 2 fois plus important pour nous. La charge est un peu plus importante et je m'en suis vite rendu compte dès que j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne, puisque c'est comme ça que moi j'ai démarré. Je me suis dit, bon, je ne suis pas assez courageuse pour aller toquer à la porte d'un média, clairement.
J'aurais pu le faire, hein, on m'aurait peut-être pas refoulé, mais je ne l'ai pas fait, donc je sais pas, et je ne saurais jamais. Mais je me suis dit, c'est mon travail qui va faire parler de moi, je ne vais pas aller dire je sais faire ça alors que j'ai rien à présenter. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube et je l'ai vu tout de suite que j'avais pas le droit à l'erreur, il suffisait juste que j'oublie une date ou que je me trompe ça passe pas. C'est une fille, les filles quand elles parlent de rap, c'est insupportable. Et donc ça, c'est malheureux, mais c'est aussi ça qui m'a forcé à travailler, qui m'a forcé à écrire mes contenus et pas seulement juste me mettre devant ma caméra et déblatérer, etc. Ça m'a discipliné beaucoup. Donc c'est un bien pour un mal, je le dis souvent quand on me pose la question, mais être une femme, dans ce milieu-là, c'est à la fois un peu crevant, mais aussi très challengeant, si on peut le conjuguer comme ça. Mais du coup, il faut savoir double, il faut avoir une parole d'autant plus assurée. Qu'est-ce qu'il faut développer plus? L'intellectualisme, l'agressivité? Quelles sont les choses qu'il faut faire ressortir? Je pense qu'il faut être 2 fois plus précise. En fait, dans l'exercice même d'animation, de chronique, il y a des critères et qui sont valables pour hommes comme pour femmes, pour qu'on soit audible pour un auditeur lambda. Donc je pense qu'une chronique doit être bien construite, efficace, synthétique, voilà. On connaît un petit peu tous. Sauf que il faut être d'autant plus synthétique, d'autant plus précise. Et je pense que les 3 premières secondes où on ouvre la bouche quand on est une femme dans le rap, elles sont décisives. C'est-à-dire que si on bégaye à la première phrase, on zappe, on avance. Je pense que, et ça je l'ai vu avant d'être une commentatrice, j'ai vu des hommes le faire et s'agacer rapidement parce qu'une femme n'a pas le même point de vue que lui, et dire « Ah bon, j'ai des conneries ». Donc, oui, mais si c'était un homme, peut-être que tu l'aurais laissé aller à la fin de son argument et tu lui aurais dit, et c'est valable pour le foot aussi, hein, je le vois aussi quand il y a des commentatrices, quand il y a des journalistes dans le football, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un entre-soi habituel. Je pense pas, en fait, j'aimerais être précis sur ce passage-là pour pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a plein d'hommes qui ont envie que ce soit plus mixte. C'est juste que comme c'est un entre-soi qui dure depuis des années, il y a une sorte d'habitude d'être entre mecs. Et c'est une autre humeur, c'est une autre énergie. On amène une autre énergie et il faut juste s'y adapter. Pas forcément plus douce pour pas rentrer dans le cliché, ou pas forcément agressive et en colère parce qu'on serait des féministes en colère ou des femmes aigries. Pas forcément, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste une autre énergie, une autre approche, peut-être une autre sensibilité. Et des fois, cet entre-soi qui dure depuis des années, nous on arrive et on veut pas déranger. Moi je le dis souvent, on veut juste une chaise à cette table, mais je veux pas troubler l'ordre qu'il y avait habituellement, on veut juste participer. Et donc moi je fais beaucoup attention, je sais pas si c'est une bonne chose, à pas les heurter dans leur masculinité, tout en essayant moi d'amener mon énergie, etc. Et qu'on ne sente pas que je sois en colère, ou qu'on ne sente pas que je ne veux voler une place. C'est bizarre. Après c'est moi qui réfléchis comme ça, je pense clairement que je réfléchis trop. Mais bon, voilà. Mais cette question, effectivement, de la misogynie dans le rap, tu as déjà eu l'occasion de t'exprimer sur ça par ailleurs, mais on a tendance à dire « Ah oui, c'est particulièrement misogyne ou machiste ». Tu parlais du foot, qui est peut-être bien pire. Est-ce que tu as d'autres exemples dans le journalisme, par exemple, mainstream? Moi, je pense que c'est vraiment un effet miroir, cette misogynie latente, existante. C'est un effet miroir de notre société. Moi, et ça, j'essaie de l'expliquer pour surtout ceux qui sont que dans un seul milieu depuis le début, qui n'ont connu qu'un seul milieu professionnel et qui se disent « on est les moins pires ». Moi, j'ai travaillé en ressources humaines et mon dernier emploi, en plus, c'était dans le domaine du bâtiment, du BTP. Pour les travaux du Grand Paris, donc voilà, beaucoup d'hommes encore. Et en fait, c'est la même chose. Quand on veut recruter un grutier, on ne pense pas forcément qu'on peut recruter une grutière, une chauffeuse routière, des choses comme ça en fait. C'est juste... et même le client va vouloir plutôt un homme, une femme, ah bon, une femme. Voilà, c'est pareil pour le foot. Ah bon, animer un talk pour l'Euro, l'Euro qui va se jouer bientôt. Ah bon. Ah ouais, une femme pour être responsable des playlists sur une plateforme de streaming? Ah bon. En fait, c'est ça. Ou directrice d'un label, bon. C'est tout, c'est des choses, c'est des caps à passer. Et ça, il faut arrêter que les milieux professionnels se croient supérieurs aux autres en disant « Non, nous, ça va » ou « Ah non, le rap, oulala, bouh ». Non. Je pense que ça se vaut, malheureusement. C'est un peu partout pareil. Et moi, dans le journalisme, je sais que
c'est pas verbalisé, on s'adresse pas à moi en me disant tu vas devoir faire tes preuves, Nifa, tu vas devoir les impressionner, tu vas devoir être meilleur que les hommes, on me le dit jamais comme ça, mais c'est vrai que je ne dois pas me tromper. On ne me donnera pas de seconde chance. Et ça, je le dis sans hésitation, c'est véridique, ça s'est vérifié plusieurs fois pour mon cas, c'est-à-dire que être pas dans le bon jour, ça trompe pas, on va pas me rappeler, c'est sûr. On se dira, bon, voilà, non, elle était pas d'humeur, parce que nous, c'est ça, nous, notre vie, c'est que des émotions. La vie d'une femme, ce n'est que des émotions. Oh, elle devait pas être d'humeur, donc non, on va pas la rappeler, elle est pas, c'est pas ouf ce qu'elle nous propose là, donc non. Alors que on peut se voir, on peut expliquer, on peut me recalibrer, on peut me dire, non, en fait, on préférait que tu le fasses comme ci ou comme ça. Et je pense qu'il y a plein d'hommes qu'on recalibre, qu'on prend en entretien et qu'on recalibre, et à qui on dit, c'était cool, mais peut-être que tu devrais... Et puis on réessaye. Et c'est ça, en fait, ce qui nous stresse. Je pense, nous, en tout cas, les journalistes, pour en parler avec certaines, je pense que c'est ça qui nous oppresse, c'est se dire, là, on me propose d'animer ça, ou on me propose une chronique là, ou on me propose un fauteuil à cette table-là, il faut que je brille, il faut que je shine tout de suite. Et ça, c'est des discussions qu'on a entre nous, où on se dit, ah ouais, hein, t'assures, hein, il faut que t'assures, parce que pour eux, c'est déjà un grand essai de nous proposer. C'est genre, bon, on va proposer à une femme. Puisque maintenant, il faut proposer aux femmes. Déjà, il y a ça. Il y a cette ambiance-là un peu. Bon, on va leur proposer. Et donc, nous, on y va, parce qu'en ce moment, toutes les femmes se battent pour qu'il y ait plus de représentativité, pour qu'on soit plus présente. Mais du coup, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on veut nous inclure, mais en même temps, si on nous inclut et qu'on se trompe, on ne nous rappelle pas. C'est complexe. Alors, est-ce que je peux faire un parallèle, du coup? Parce que moi, là, je me demande, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu t'es dit, bon, j'y vais, devant YouTube. Et en même temps, je dis, c'est-à-dire, je sais que Internet, dans le milieu des cultures urbaines, moins dans la musique, mais quand même aussi, mais dans le graffiti, on l'a vu dans le streetwear, au fait, Internet a vraiment permis au fait de dire aux gens, j'y vais. Ouais. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de passer par un intermédiaire pour avoir une autorisation. Donc, est-ce que c'est ça aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'Internet a eu pour toi l'importance qu'elle a pu avoir aussi dans la manière dont par le rap, mais dans la manière dont le rap s'est construit? Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se lancent, et d'ailleurs, souvent, ils arrivent sur scène sans être prêts à être sur scène. Ça va même trop vite, ouais. Voilà, parce que ça va trop vite. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est un parallèle un peu... Oui, si, tu fais bien, parce que ça va permettre de rebondir sur, du coup, pourquoi passer à l'image, pourquoi enfin me mettre devant une caméra, finalement, avec toutes ces peurs dont on a parlé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà des peurs, la peur a été plus faible, enfin l'ennui, c'est surtout ça, l'ennui. Je m'ennuyais à mourir en 2016-2017. J'avais un boulot, d'accord, qui me payait correctement, j'avais une vie, mais je m'ennuyais à mourir en fait. Et donc ça, c'est plus fort que la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qu'on dise que c'est moins bien que les autres, que les femmes qui parlent de rap, c'est nul. L'ennui a pris une place beaucoup trop importante dans ma vie et je me suis dit non, là je m'ennuie trop. Il faut que je parle de rap autrement qu'à l'apéro. En fait, il faut que je me mette devant une caméra, je me débrouillerai. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et pendant un mois ou deux, j'ai essayé de voir un peu comment j'allais m'équiper. Je connaissais absolument rien. Et donc voilà, je me suis retrouvée à YouTube à regarder comment les gens s'équipaient, les tutos et tout ça. Et voilà, et puis j'ai acheté de light, et puis j'ai acheté un micro, et puis au début, pas de caméra parce que je pouvais pas, mais je le faisais avec mon smartphone qui filmait plutôt bien, donc ça faisait l'affaire à ce moment-là. Je me suis dit plus tard, j'achèterai une caméra, donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai découvert Adobe Premiere et je me suis dit, je vais devoir faire plein de choses avant de parler de rap. Parce que c'est ça, la finalité, c'est pouvoir faire ça. Mais avant ça, il faut que j'apprenne plein de petits trucs, le montage et tout. Mais ça va valoir le coup parce que quand je saurai au moins de manière basique, dérocher quelque chose, monter, faire quelque chose à peu près correct, ce sera cool. Et donc c'est l'ennui, c'est-à-dire que à la fois je m'ennuyais parce que c'était plus suffisant là juste de parler des derniers disques à l'apéro avec mes copains, ça me suffisait plus parce qu'eux n'étaient pas aussi intenses que moi.
Et en même temps, il se passait tellement de choses, parce que là, c'est 2017, c'est le moment où il se passe, en tout cas cette année-là, il y a une année qui est assez importante, c'est le deuxième album de Damso, il me semble, il y a L'Homme Pâle qui arrive avec un album un peu étrange, il y a plein de choses qui se passent, il y a PNL évidemment, il y a une mutation, comme on disait au début de notre échange, qui est tellement, voilà, des différents types de textures, de rap, de discours, que je pouvais pas rester dans mon coin et juste en parler à l'apéro. Il fallait que je me mette devant une caméra. Et tu l'as beaucoup écrit, cette chaîne YouTube, parce que tu le disais, que tu ne pouvais pas te rater, mais tu te reprends toi-même dans certaines vidéos, tu te cuts, tu te corriges, et c'est vraiment très monté, très écrit. Non, mais c'était très, très, très écrit au début, là, beaucoup moins maintenant, parce que je me fais plus confiance et que je sais aussi que les gens aiment bien aussi ce truc spontané, mais je pense que dans les premières vidéos de YouTube de ma chaîne, on peut voir les névroses. On peut voir mes névroses. C'est-à-dire, on peut voir à quel point je doute, j'anticipe déjà les critiques. Pour cutter à ce point-là, pour me reprendre à ce point-là, pas bien la fille. Enfin, donne-nous juste ton avis sur l'album, en fait. Et je me reprends tout le temps, etc. Donc, j'en ai regardé quelques-unes pour justement me rendre compte un peu d'où je pars et ce que je fais aujourd'hui. Pour comparer un peu, voir si je progresse. Et je me suis rendu compte que, et puis ça a été une thérapie aussi, de me voir. Parce que j'avais un rapport aussi à moi, à mon visage, à mon corps, à me voir en fait. Et quand tu montes tes propres images, c'est assez particulier la première fois. J'avais jamais fait de montage de ma vie, donc me mettre comme ça devant un logiciel que je connais pas, et de se reprendre toutes les 2 secondes, et de cutter, de s'entendre sa voix comme ça pendant 2 jours, parce que tu es 2 jours sur une vidéo. Et non, ça a été douloureux au début, mais tellement nécessaire pour ensuite, dans les différents médias avec qui j'ai travaillé après, me juger correctement, etc. Parce que j'avais déjà fait ce travail-là de me regarder, m'auto-juger, enlever ce qui n'est pas drôle, garder les choses un peu plus légères, etc. Et ça s'est fait au fil de l'eau de 2017 jusqu'à aujourd'hui, puisque je continue de temps en temps à sortir quelques vidéos. Et ça dit si on parle un peu de rap maintenant? Ouais. Ah, attends, non. Ah, pas encore. Après, non, pour revenir après. Il faut qu'on parle de radio. Ouais, alors. Non, mais c'est... du coup, le rap a changé. Ouais, beaucoup. Sacrément. Alors, moi, il y a 2 choses qui m'intéressent. C'est à la fois, en fait, les textes, le style, les bases, c'est-à-dire les bases là qui sortent maintenant n'ont rien à voir, en fait, mais elles étaient juste inimaginables par rapport à ce qui était il y a 10-15 ans. Mais en même temps, c'est aussi l'industrie qui a changé. C'est-à-dire que, bon, il y a Internet qui est arrivé, le MP3, l'industrie musicale qui plonge, là où en même temps le rap avait réussi quand même un minimum à s'imposer. Et du coup, le rap est en train, on a commencé les années 2010 en étant un peu à nouveau plus bas. Et puis là, c'est remonté. C'est remonté avec l'industrie musicale qui aujourd'hui est au niveau du début de la crise du MP3. Mais le rap est dans une position qui est complètement différente. Ouais. Et il a beaucoup plus, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, en fait, il a les clés de la bagnole. Presque. Presque. C'est-à-dire, mais beaucoup plus qu'il y a. Ouais. En tout cas, il a conscience qu'il peut avoir ses clés. Ouais. Donc, en fait, ce que je me demande, c'est dans cette évolution du style. En fait, il y a l'évolution du style et il y a l'évolution de tout ce qui fait que l'industrie. De l'industrie. Donc, est-ce que c'est 2 choses qui évoluent de manière déconnectée ou est-ce qu'il y a quand même un lien? Je sais pas. Ça, si, je pense que c'est étroitement lié. La musique qu'on peut entendre aujourd'hui, même s'il y a encore de belles découvertes, je pense qu'il y a encore de beaux artistes très indépendants spirituellement et qui font vraiment ce qu'ils ont envie de faire. On a de beaux exemples récemment, mais globalement, si on a les constats qu'on peut faire d'une certaine normalisation, d'une certaine homogénéisation d'un style, de choses récurrentes dans les gros albums de rap français, ceux qui vendent le plus, où on peut nous se plaindre en tant que commentateur du rap de se dire bon, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu les mêmes recettes, etc. C'est lié à cette montée de l'industrie rap qui s'est d'abord professionnalisée, structurée, institutionnalisée, c'est-à-dire que maintenant on a des gros médias bien institutionnels, on a dans le chemin de promotion, en tout cas de la musique, on a des cases à cocher, dans les chaînons de production de la musique, c'est assez, voilà, il y a eu une mutation qui a créé des chemins, des possibles chemins vraiment assez intéressants, que ce soit pour des artistes indépendants, dans le sens
parce qu'on n'est jamais vraiment indépendant. À un moment, on passe forcément par la case, soit en distribution, soit en... Enfin, voilà, on n'est jamais vraiment à créer son CD, à le presser soi-même. Donc quand je dis indépendant, je mets des gros guillemets, pardon. Mais on a de plus en plus d'artistes qui peuvent créer leur chemin de succès, leur chemin commercial en fait, leur modèle économique, pour répondre à ce mammouth qui est l'industrie rap aujourd'hui, mais qui est un gros mammouth. C'est-à-dire, il faut un single, il faut des bons featuring, il faut un son particulier. Et ça, je pense qu'on a du mal à se le dire parce que ça commence à être... c'est récent un peu, mais c'est la vérité. C'est que là, pour vraiment exploser, ceux qui explosent, ceux qui sont majeurs aujourd'hui et qui vendent beaucoup de disques, ont quand même un son qui se ressemble, ont quand même des cases qui cochent. Un single dansant ou des singles dansants, quelque chose de très accessible dans le... Je ne veux pas faire d'anglicisme, j'essaie d'arrêter, mais dans le listening, dans l'expérience d'auditeur, pardon, il y a quelque chose de très, très léger, souvent. Pas tous, hein. Et certains même optent pour ce package-là, mais vont insérer 2-3 singles très rappés dans la tradition de ce qu'on aime dans le rap, en tout cas de ce que moi j'aime dans le rap, pour nous ceux qui sont amateurs de... Mais c'est pas ce qui va être la devanture, c'est pas ce qui va être mis en avant. Donc ça, c'est les exigences du milieu, c'est les exigences de cette industrie qui aujourd'hui va très vite, où on a des gros chiffres, parfois vrais, parfois faux, parce qu'on a aussi ce truc du stream. Est-ce que c'est une spéculation? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un qui fait autant de chiffres va remplir une salle? Puisque ça reste aussi l'expérience live qui fait partie de notre culture. Donc il y a tout plein de questions qu'on se pose et que beaucoup mieux que moi, parce que moi je brode un peu là quand je vous dis tout ça, mais il y a beaucoup de personnalités de ce milieu qui essaient de se poser toutes ces questions et qui commencent à essayer d'y répondre sur les perceptions qu'on a de tous ces gros chiffres et toutes ces choses, ces disques de diamants, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sur la qualité de notre musique? Qu'est-ce que ça veut dire sur le marché du rap? Donc c'est forcément lié, la façon dont les artistes rap vendent aujourd'hui va forcément, d'une manière ou d'une autre, influer les prochains jeunes artistes en se disant « Ah ouais, mais lui, en faisant tel type de morceau, il vend autant », pour la faire simple et pour essayer de ne pas compliquer mon discours, mais je veux faire la même chose, quoi. Je veux vendre comme ça, donc s'il faut vendre, il faut que je fasse un son qui ressemble à ça, autant y aller. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans cette période de 2005 un peu où tout le monde fait un petit peu le même son pour pouvoir streamer sauf que c'est plus divers quoi. C'est plus divers parce qu'on a quand même plein de chapelles. Moi j'appelle ça des chapelles, c'est-à-dire qu'un artiste comme Alpha One, à son échelle, c'est un gros succès. Mais quand on le met en perspective avec Ninho ou Niska ou Maes, voilà, il y a 4-5 galaxies. Mais en vrai, c'est des très bons chiffres, les chiffres d'Alpha One. Donc c'est ça, c'est comme si le rap, maintenant, c'était une galaxie où il y avait des planètes différentes, alors qu'avant, on était sur une seule et même planète, et on se disait, bah, disque d'or, c'est bien. Ou même, je sais pas moi, 5000 ventes, 5000 exemplaires, c'est bien en première semaine. Là, maintenant, il y a une sorte de cours pour chacun. C'est-à-dire, ouais, tu vends, c'est bien, hein, mais c'est pas la même cour que Ninho, c'est pas la même cour que SCH, c'est pas la même cour. Eux, c'est les méga vendeurs de disques de notre pays. Donc, ça crée forcément une autre énergie dans la création, pour les producteurs, la musique qu'ils ont envie de faire. Je pense que ouais, ça doit influer, mais je veux nuancer en disant qu'il y a quand même d'autres artistes qui essayent de se déconnecter de ça et qui veulent quand même créer un son et essayer de rester des artistes purement et simplement. Et comment faire, du coup, si c'est, comme tu le dis, des chapelles qui se sont constituées en fonction des ventes, comment faire pour produire un son qui ne soit pas forcément pré-packagé? Bah, il faut faire le son, moi je pense qu'il faut faire le son qu'on a envie de faire, qui est forcément influencé, parce que c'est un cycle, la musique, ça vient toujours chercher le sampling et on est la preuve où on vient récupérer quelque chose, on vient le digérer. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes rap qui ont digéré des choses, que ce soit de la musique de la diaspora africaine, que ce soit de l'électro, que ce soit du rock. Donc tout est très digéré dans le rap. Le rap, c'est une musique de grands voleurs, en fait. Je dis ça souvent, mais ça donne de très belles choses parfois. Mais il faut... et c'est là qu'Internet a joué un grand rôle, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher sa communauté, il faut aller la chercher. Et il y a forcément des personnes qui vont se reconnaître dans la musique que tu produis. Maintenant, en plus avec la période qu'on vit, c'est encore pire, mais maintenant, c'est comment aller les chercher. Et donc,
mon avis, et ça c'est en tant qu'auditrice, c'est d'avoir un univers tranché. Parce que comme ça, c'est comme si tu faisais un premier tri, quoi. Alors que essayer, en tout cas si on débute aujourd'hui, un jeune artiste qui débute aujourd'hui, essayer d'aller prendre plusieurs publics, essayer de créer un son qui plairait un peu à tout le monde et d'être fédérateur tout de suite, c'est, je pense, la pire erreur. Alors que taper dans un mur jusqu'à ce qu'il se fente, enfin jusqu'à ce qu'il le trouve, ça je pense que c'est le bon truc à faire. C'est-à-dire s'acharner à amener ce son. Et on a des exemples cette année comme Dinos, comme Laylo, comme Alpha One, comme Fresh Corleone. Tous ces artistes-là n'ont pas exactement le même son qu'à leur début, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont dans le rap. 10 ans, moi, que je les vois faire sortir des projets. Tous, ceux que je viens de citer. Et en fait, ils ont développé, ils n'ont pas lâché la ligne. Leur ligne édito, si on peut dire ça comme ça. Ils ont gardé cette couleur, leur identité, leur personnalité, et ça n'a pas marché tout de suite. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je les vois sortir des projets avec des chiffres honorables, mais qui, à l'échelle de cette industrie dont on parle, ne peuvent pas être considérés. En tout cas, pour quelqu'un qui serait dans l'industrie, c'est pas intéressant. Voilà. En 2012-2013, signer quelqu'un comme Alpha One ou comme Laylo, c'est pas intéressant. Ou comme Dino, c'est pas intéressant. Parce que ça ne fait pas de chiffres. Et en 2021 ? Et en 2021, c'est un peu trop tard si on veut les signer. C'est ça qui est bien. Parce qu'ils ont fait leur propre chemin et qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont en position de force. Enfin, ils sont pas signés, on parle de signer. Quand je dis signer, c'est qu'on vienne chercher. Évidemment qu'il y a eu cette étape où ils ont été en contact avec une maison de disques depuis longtemps maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que cet intérêt de j'ai envie qu'une maison de disques, c'est plus d'actualité. J'ai besoin de l'intérêt d'une maison de disques sur moi, c'est plus d'actualité. C'est une logique qui date d'avant et qui n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, un artiste doit vraiment faire un boulot monstre pour être identifié, constituer son équipe de production qui va produire les clips, etc. Avoir son public qui le supporte, qui achète le merchandising, qui achète les CD, qui sera en concert quand il y en a, etc. etc. Et ensuite, et c'est là que les maisons de disques ont le bon rôle, c'est quand elles voient que tout se passe, ah bah tiens, il a son public, voilà, c'est pas forcément des chiffres comme ceux des superstars, mais il a une base fan qui est virale, qui se passe. Quand, je ne sais pas, un journaliste comme Easy Maisy fait un live avec cet artiste-là, il y a du monde sur le live Instagram, c'est déjà un premier indicateur. Tiens, si on s'intéressait à lui. Donc maintenant, ils viennent en fin de... Quand le travail a été fait, ils viennent à la fin. Et donc ça aussi, ça en dit beaucoup sur leur rôle qui a changé, et donc l'industrie qui a changé, ou le rapport de force qui a pas littéralement changé, mais qui a muté dans autre chose. Avant, c'était eux qui étaient à la recherche d'un talent. Maintenant, ils sont en poste de surveillance sur le rap français, c'est-à-dire, tiens, là-bas, lui, 100 000 vues sur ça, lui, il a fait un concert, il a vendu les billets en même pas 24 heures, à lui. Donc, ils sont en poste de surveillance et puis ils vont à la pêche quand c'est mûr. À quoi servent alors les maisons de disques? Parce que j'ai un peu l'impression que comme dans d'autres milieux, que ce soit le milieu de l'édition ou le milieu de l'art, où la galerie arrive quand la cote est faite, ou presque, ne scoute plus, où l'éditeur n'arrive que pour vendre son réseau de diffusion et on est plus ou moins obligé de produire ses livres en auto-édition sur Internet. À quoi sert une maison de disques? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, une maison de disques est clairement devenue une banque. C'est une banque, comme quand on va acheter une maison et quand on se rend à la banque pour aller pour faire un prêt, il faut quand même avoir un apport, quoi. Donc voilà. L'artiste, son apport, c'est l'équipe de vidéastes ou de producteurs, de beatmakers qui s'est constituée au fil du temps. C'est la base fan de gens qui le suivent sur ses réseaux et qui aiment ce qu'il fait. C'est ça son apport. Il s'est constitué un apport pendant 10 ans, 15 ans. Une réputation dans les médias, même pour les journalistes. Nous, ces artistes-là que je viens de citer, ils ont une réputation dans le milieu, pour les commentateurs du rap que nous sommes, importante. On se dit, ce mec-là est fort, ça fait 10 ans que j'adore, j'aimerais bien qu'il explose. Nous, à notre échelle, on fait des papiers, on fait des interviews, on fait des choses pour attirer la lumière, mais ça ne suffit pas à ce qu'ils aient signé. Dans ces 10 ans de carrière, les chiffres n'étaient pas assez gros, n'étaient pas assez importants, puisque c'est ça qui compte pour les maisons de disques, c'est les chiffres. Et pas forcément cette qualité, c'est genre, il faut répondre à un public. Si le public n'est pas là au niveau des chiffres, au niveau des vues, on n'y va pas. Donc quand la maison de disques vient, pour moi, elle vient un peu comme une banque en disant « Ah bah, là oui, on peut t'aider. Ah oui, là, tu as un apport suffisant, donc là oui, c'est rassurant. » C'est ça, c'est vraiment cette logique de la banque. C'est-à-dire que là, je veux bien te
te donner une avance, parce que du coup on appelle ça comme ça dans les maisons de disques. Là je veux bien parce que là tu as créé un environnement rassurant pour qu'on t'aide à produire de la musique et surtout à distribuer ou à promotionner sans qu'on soit trop inquiet. Voilà. Et c'est beaucoup de rappeurs qui le vivent comme ça et ils sont OK avec ça, maintenant qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, alors qu'avant, beaucoup de ces rappeurs-là se disaient mais pourquoi on ne me voit pas? Ce que je fais, on était dans ce schéma traditionnel des années 2000 ou 90 où on a un A&R, donc c'est le nom de ce métier-là, donc on peut dire directeur artistique, mais qui a le rôle de dénicheur de talent. Normalement, quand on est A&R dans une major, c'est ça son rôle. Son rôle, c'est ce que je faisais quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire regarder tout ce qui se fait et se dire, lui, je le trouve fort, j'ai un truc pour cet artiste, j'y crois, c'est les choix du cœur. Le directeur artistique, pour moi, mais c'est très très naïf ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour poser les bases de comment ça a changé. Hein. C'est plus du tout le cas, c'est plus du tout comme ça pour les jeunes artistes qui regarderaient cet échange. Mais c'était ça, le A&R, c'était ce mec-là qui va dans des open mic, qui va dans des scènes ouvertes, des choses comme ça, et qui a un coup de cœur sur un talent, ou qui, bon maintenant c'est Internet, hein, qui va aller sur YouTube, ou sur Internet, ou sur les réseaux sociaux, et qui va avoir un coup de cœur, et qui va avoir la foi, en fait. Ça, c'est plus d'actualité. Ça, c'est dans les films de hip-hop des années 2000 d'ailleurs, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus maintenant. C'est est-ce qu'il a ce qu'il faut? Est-ce qu'il a un environnement rassurant? Alors, j'ai beaucoup parlé de chiffres, mais ils vont s'intéresser aussi à l'humain, c'est-à-dire est-ce que même dans son savoir-être, dans sa façon d'être, il n'y a pas que du cynisme hein, dans leur approche, même si c'est quand même 80% du truc, mais il va y avoir aussi leur entourage. Est-ce que c'est un environnement sain? Est-ce que voilà, ils sont frileux. Ils sont gourmands. Hein, ils ont envie là, comme tout le monde rappe maintenant, tous les jeunes veulent rapper. Ils sont très gourmands, très avides d'avoir des artistes rap dans leur roster, mais ils sont frileux aussi et ils réfléchissent quand même. À plein de choses de l'ordre des chiffres. Et quand les chiffres sont au rendez-vous, alors là, gling, 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 ils y vont. Là, et c'est ça qui me fascine dans ce milieu aujourd'hui, dans l'industrie, pour revenir sur ce sujet de l'industrie, c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire que le temps qu'ils mettent, le temps tellement court de choix comme ça, c'est-à-dire que, oh, il a fait 1 million de vues là, il a fait 1 million de vues là, oui. Et là, le robinet d'argent, c'est assez impressionnant. Et après, je me dis, bon, tout cet argent sur un artiste dont vous êtes sûr que ça va fonctionner, puisque c'est un choix aussi, mais c'est pas un choix du cœur hein, déjà, c'est un choix rassurant, comme pour une banque. Et donc ça fonctionne comme ça. Et les jeunes qui commencent, qui débutent, je dis pas qu'il faut du coup se calquer, pour revenir encore à cette question dont on partait de l'industrie liée à justement la couleur musicale, à la mutation musicale, il faut essayer de garder ça en tête. C'est-à-dire que voilà comment ça se passe, voilà comment, pour moi en tout cas j'ai schématisé aujourd'hui, mais la décision d'investir sur un artiste se déclenche, c'est ce que moi je vois en tout cas. Et de l'autre côté, en tant qu'artiste, quand tu sais ça, continuer à faire ce que t'aimes, à proposer de la qualité, en tout cas quelque chose qui te ressemble, tout en gardant en tête que c'est comme ça que ça se passe et que du coup, si on vient pas te voir, si on vient pas te chercher, ce n'est pas parce que tu fais de la mauvaise musique. Voilà. Et ça, c'est banal ce que je viens de dire, mais des fois, il faut le rappeler. Tu ne fais pas de la mauvaise musique ou tu ne fais pas, ou les maisons de disques ne mettent pas en avant que de la soupe. C'est pas aussi, voilà, c'est un peu ça, mais c'est pas que c'est faut nuancer. C'est-à-dire que non, ça peut être de la soupe, mais c'est surtout parce qu'il y a du chiffre. Et des fois, c'est pas de la soupe. Damso, je trouve pas que ce soit de la soupe. Enfin, voilà, il y a plein d'artistes dont on a investi beaucoup d'argent. Je pense à un artiste très récemment comme Gazo, moi que je trouve solide, je trouve que sa proposition artistique est très intéressante, sur qui on a investi. Et je trouve que c'est un artiste intéressant, mais c'est pas de la soupe. Mais voilà. Cette chose-là est à prendre en compte quand on veut créer de la musique et qu'on a pour ambition d'être signé en maison de disque, en tout cas d'être approché par une maison de disque. Quand on parle de tout ça, j'entends des propos aussi du milieu de l'art, notamment du milieu de l'édition. En gros, on en est à un point où les industries culturelles ne sont plus là pour fabriquer de la valeur, mais pour produire de la plus-value pour leurs actionnaires. Du coup, ces systèmes qui sont quand même anciens, on va dire qu'ils ont un siècle, ces industries culturelles, comment faire pour se repérer dedans? Effectivement, il faut garder une certaine ténacité, une certaine avidité, une certaine boulimie, je pense, comme tu le disais au départ. Mais
comment faire pour se faire repérer? Est-ce que c'est les journalistes aujourd'hui ou les commentateurs rap qui sont les seuls capables de faire avancer une carrière? Parce que les artistes, du coup, se retrouvent un peu seuls et lâchés. Comment les faire avancer? Comment les aider à avoir un regard critique sur leur travail? Ce travail que faisait un directeur artistique avant. Qui le fait, ce travail? Vers qui doit-on se tourner quand on est un tout jeune qui cherche à progresser dans sa réflexion musicale? Je pense que pour répondre à la première partie de la question, je pense que les journalistes ont un rôle minime sur la carrière des artistes. Ce qui se passe, c'est que le métier de journalisme aussi a muté. Et donc, moi, je ne suis pas journaliste de base. Donc, j'utilise ce terme-là parce que j'arrive pas à en trouver un autre et que le terme d'influenceur, c'est pas possible, je déteste. Donc, je dis pas, même si ça y ressemble parfois, dans les faits. Parce que beaucoup de personnalités fortes de ce milieu qui commentent le rap ont un pouvoir d'influenceur. Comme quelqu'un qui vanterait les mérites d'un produit. Et des fois, ce rôle-là, il devient obsessionnel pour les artistes rap. C'est-à-dire que si un journaliste influenceur n'a pas parlé de son projet, ça peut être vécu comme un échec pour cet artiste rap. Donc ça, c'est la première des choses. Ou même ne pas avoir fait de retour dessus, ne pas en avoir parlé, hein, bien ou en mal. Ça peut être mal vécu pour certains artistes. Parce qu'on est dans cette ère des réseaux sociaux, des médias, où celui qui crie le plus fort a forcément raison, celui qui a beaucoup d'abonnés dit forcément quelque chose de vrai, etc. Cette logique-là, en tout cas pour la génération Z, parce que moi, c'est pas mon cas. J'ai pas grandi j'ai pas eu les réseaux sociaux dans mes mains, moi. Donc du coup, j'ai un bon recul. Mais finalement, c'est à celui qui va se faire voir de quelqu'un du milieu ou de quelqu'un d'influent. Au-delà de la création d'indices, c'est-à-dire avoir la bonne collaboration avec la star du moment ou avec le bon rappeur du moment, il y a aussi ce truc de j'aimerais bien que tel ou tel journaliste ou telle personne parle de mon projet, ça débloquerait pas mal de choses. Parce que cet influenceur-là ou ce journaliste-là ou ce compte Twitter, des fois c'est même très impersonnel, c'est un compte Twitter très impersonnel, juste qui a beaucoup d'abonnés et qui quand il parle d'un artiste, cet artiste va avoir un petit pic d'écoute ou de vente ou peu importe. Donc tout ça, ça aussi c'est encore dans cette histoire de mutation de l'industrie, tout ça a vraiment changé les règles et donc ces artistes-là, pour avoir un retour, moi je sais que j'ai beaucoup tous les jours des messages d'artistes qui m'envoient, je ne peux pas tout écouter, et donc ils m'envoient ça, et je sais qu'ils ne me l'envoient pas parce que je suis journaliste, ils me l'envoient parce que je suis une amoureuse de la musique. Et c'est pour moi parce que ils ont compris en suivant mon parcours depuis 2016-2017 que j'étais comme eux, obsédée par le rap, que j'adorais en parler, que j'adorais découvrir de nouvelles choses, les prescriptions et tout ça. Et donc, il y a ça. Après, on a quand même pas mal d'initiatives aujourd'hui qui se sont mises en place quand même. Je pense à Red Bull, qui organise quand même des sessions de rencontres avec des jeunes artistes, des tremplins de talent aussi, etc. Donc ça se développe quand même, parce qu'en fait c'est un win-win pour eux aussi de se dire on fait découvrir un studio ou un métier, où on fait rencontrer des artistes avec des jeunes artistes plutôt débutants, et ça peut être un bon moment, mais en même temps, si parmi ces artistes-là qu'on rencontre, il y en a un dont on repère le talent, enfin voilà, même si ça a l'air naïf comme ça, mais cette tradition du télécrochet, de la rencontre, du tremplin, elle existe, elle commence à se développer dans le rap. Moi, je pense même à rentrer dans le cercle avec Fianso. En vérité, c'est la logique pas du télécrochet, mais du tremplin, quoi. C'est-à-dire qu'il invite des rappeurs plus ou moins identifiés, ou des fois pas du tout identifiés, et il leur donne ce moment où ils peuvent rapper, ils peuvent chanter, enfin voilà, ils peuvent avoir une plateforme pendant le temps d'un épisode. Donc cette envie de passer le relais, de transmettre, elle existe, pas de la part des professionnels de l'industrie, mais plus de certains artistes rap déjà positionnés qui vont faire appel à ces gens de l'industrie. Souvent, c'est ça qui se passe. Je pense évidemment à Fianso, en grand exemple de ça, qui lui a infiltré cette industrie, qui a appris comment ça se passait, qui a regardé là-bas dans le placard, qui a regardé là-bas comment ça se passe, il s'est dit ok, et qui maintenant leur dit écoutez, moi j'aimerais bien faire ça avec ces artistes-là, ce serait bien qu'on les fasse rencontrer. Je pense à un média comme Yard aussi, qui fait souvent des rencontres, mais là plus de professionnels
de l'industrie. Donc une patronne de maison de disques comme Pauline Duhart qui va rencontrer des jeunes et elle va leur présenter leur métier. Un producteur comme Core, qui est immense, qui est connu, qui est un super producteur, qui fait partie de la grande production française du rap, et faire part de son expérience. Donc avant Covid, en tout cas, moi je voyais une montée de ces petites initiatives assez intéressantes, mais elles étaient souvent initiées par des artistes rap ou des gens du métier ou des médias. Mais pas des maisons de disques ou... Non, les maisons de disques sont des banques. Et du coup, pour rebondir un petit peu, parce que je t'ai entendu dire, les journalistes, nous, on n'est pas important. C'est-à-dire, notre point de vue n'est pas forcément c'est pas le game change, c'est pas ce qui va faire changer les règles du jeu. Et c'est vrai aussi que souvent, en fait, quand tu t'adresses à des rappeurs qui sont déjà très, très connus, parfois c'est même le journaliste qui est en position, c'est-à-dire que c'est le public du rappeur qui va animer l'émission du journaliste ou de la journaliste. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est-à-dire face à l'abondance, on va dire, d'informations qu'Internet met à notre disposition, c'est vrai aussi que les gens qui n'ont pas envie d'avoir, on va dire, le top 40 qui est fourni par les radios classiques, ont envie de regarder à côté. Mais ils n'ont pas forcément le temps de tout explorer, même parce qu'il y a tellement de productions qui sortent aujourd'hui et qu'il n'y a pas un Google Maps du rap français que tu regardes et tu dis où est-ce que je vais me balader. Donc c'est là où moi je pense qu'au fait les journalistes sont en train de devenir presque des curateurs, c'est-à-dire beaucoup plus. Ça existait déjà auparavant, c'est-à-dire je pense que même ceux qui sont nés avant Internet avaient quand même des émissions radio de référence parce qu'il y avait le DJ qui intervenait une fois par semaine, une fois par mois et qui te faisait sa sélection et qui sortait des choses et tu ne savais pas comment il avait fait pour trouver ça. Mais donc, est-ce que ce n'est pas ce rôle aussi de curation, finalement, qui est une curation, médiation, d'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer, qui sont les nouveaux projets? J'ai l'impression quand même, mais je pense que c'est biaisé parce que je suis dedans et que je suis peut-être pas assez objective, mais j'ai l'impression qu'on essaye... Enfin, en fait, il y a une montée de nouveaux médias plutôt jeunes qui essayent de montrer d'autres artistes. Et c'est c'est vraiment tout récent, là. Ce truc de l'autre rap ou du rap moins connu, ou en tout cas de ce rap pas forcément indépendant d'ailleurs, mais juste qui est peut-être... pas mis en devanture, en tête de gondole. Il y a de plus en plus de médias qui souhaitent le faire. Je vois de plus en plus de médias se développer. Là, pour ne pas le citer, mais je pense à 1863 par exemple. La Pépite, c'est des médias de personnes très jeunes qui sont âgées entre, je pense, 20 et 25 ans max, mais vraiment max, et qui ont décidé de créer leurs propres médias pour parler d'artistes soit qui vont émerger, soit qui ont émergé très récemment, soit pas du tout, mais c'est parce qu'ils ont des coups de cœur. Donc ça, moi, je pense que c'est intéressant à voir. Maintenant, sur le côté curateur, playlist et tout, là, c'est présent, en fait. Maintenant, il y a une sorte d'éditorialisation du rap sur ces plateformes-là, où on a la grosse playlist, et on le voit sur Deezer, Apple Music, Spotify, la grosse playlist vraiment hot sorties, quoi, les sorties chaudes des gros artistes dont on sait que ça va streamer parce qu'ils ont tout intérêt, ces curateurs ont tout intérêt de faire des playlists qui vont streamer, donc ils mettent les gros artistes. Et puis on va avoir d'autres, dans l'édito de ces playlists, on va avoir d'autres playlists à thème, newcomer, on va appeler la playlist newcomer, etc. Donc après, ça vient pas à nous directement, mais en vrai c'est là. C'est-à-dire que passer cette tête de gondole sur sa plateforme de streaming avec tous les gros noms qu'on connaît déjà par cœur, on peut avoir du rap spé, un rap plus plume. Moi, je sais qu'il y a des noms comme ça de playlist. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop consommatrice de playlist, mais mes copains curateurs seront déçus, que je l'avoue là aujourd'hui, mais j'écoute pas tant que ça leurs playlists en fait, parce que j'ai ma propre consommation, ma propre façon d'appréhender. Justement, je ne veux pas qu'on me présente les choses sur un plateau, mais c'est moi avec mon rapport au rap. Mais pour ceux qui seraient auditeurs purs et simples,
il y a des playlists dédiées justement à ça. Maintenant, c'est peut-être pas celle qu'on met le plus en avant, c'est peut-être pas celle dont on parle assez, etc. Parce que justement, les attachés presse, les artistes rap veulent être dans la playlist reine, celle qui stream beaucoup. Ils veulent être entre Damso et Ninho. Pardon. L'artiste débutant ou l'artiste émergent qui a beaucoup de talent, il va plutôt se retrouver sur Newcomer ou une autre nom de playlist, je ne les ai pas en tête, mais il va se retrouver dans une autre typologie de playlist parce que c'est pas un gros artiste. Et c'est peut-être ça le problème. Moi, je pense que c'est plutôt l'idée de mélanger un gros avec un petit. Parce que comme plein d'auditeurs, tu veux écouter ton morceau préféré du moment, qui est un hit, mais c'est bien si tu passes du coq à l'âne, en fait. Et moi, c'est comme ça que j'ai écouté de la musique. C'est pour ça que je ne vais pas trop sur ces playlists, d'ailleurs. C'est parce que je sais que je vais retrouver les top vendeurs. Au-delà d'être des top artistes, mais surtout des top vendeurs. Et donc moi, dans mon boulot, en fait, vu qu'il faut que je découvre, il faut que je fasse découvrir, il faut que je dépayse un peu, je ne peux pas rester sur ces playlists-là parce que j'y vais quand je sais que c'est gros rendez-vous, parce que Booba a sorti un album, parce que SCH a sorti un album, il faut que je sois au rendez-vous, c'est mon job aussi. Mais si j'ai envie d'être stimulé, que j'ai envie de mettre la lumière sur autre chose, souvent, c'est vrai que c'est pas... c'est un vrai travail. Ça demande maintenant, aujourd'hui, un vrai travail. D'essayer quand on aime le rap et quand on est un simple auditeur, il faut faire un effort. C'est clairement pas en écoutant la radio qu'on va faire une super découverte dans sa bagnole en disant « Waouh, j'adore, c'est qui ?» Non, en général, c'est parce qu'on est allé diguer, c'est parce qu'on est allé chercher. Et ça, je trouve pas ça forcément gênant parce que c'est propre du hip-hop. Hein. Les gens ont commencé comme ça, aller diguer des vinyles et prendre parce qu'ils aimaient juste la couverture et aller l'écouter et dire « Ah, j'aime bien ce disque, il avait juste attiré mon attention dans le rayon. » Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a des nouveaux artistes, il y a des artistes moins connus, mais c'est vrai qu'il faut faire cet effort d'aller creuser derrière les fins fonds d'une playlist ou les fins fonds d'une interview où un mec va parler d'un artiste. Enfin voilà, faut être curieux, quoi. Mais peut-être que je suis un peu naïve, mais le fait qu'il existe cette conversation dont tu fais partie aujourd'hui sur le rap, une conversation professionnelle, une conversation exigeante, ça fait peut-être avancer aussi ces artistes qui veulent l'être ou qui veulent le devenir. Oui. Je pense que la montée de ces nouveaux journalistes ou en tout cas nouveaux médias que j'ai cités ou de profils comme les miens, nous, on est déjà dans cette logique de on veut faire les choses par nous-mêmes, on veut essayer de mettre la lumière sur autre chose. Donc pour eux, quand ils nous voient faire ça, et qu'en plus on vient et on leur donne cette lumière, alors que bah oui, non, ils font pas 100 000 vues, ils font 5 000 vues, et c'est pas très connu, et oui, et bah ça les motive à ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, c'est-à-dire qui donne un regard sur ce qu'ils font, qui fait un retour sur ce qu'ils font, etc. Et moi je pense que une capsule ou un petit mot, moi je fais des vidéos des fois où je parle de 5 coups de cœur, donc très rapidement, mais même si j'ai pris 30 secondes ou 10 secondes pour dire bon bah voilà mon coup de cœur numéro 5 c'est lui parce qu'il a sorti tel disque, pour un artiste qui commence, ça fait du bien parce que c'est regardé, c'est considéré, même si moi-même je fais pas beaucoup de vues et que ce sera pas vu par beaucoup de gens, c'est déjà ça de faire passer le message. Et moi, à partir du moment où j'ai vu que même si je faisais pas une audience monstre sur mes contenus, mais qu'il y avait des gens qui revenaient me voir en me disant « Mais merci pour ce truc-là que tu m'as fait découvrir, vraiment pas mal ». C'est la chaîne culturelle que j'ai envie de créer, c'est-à-dire un artiste fait quelque chose, il n'est pas très visible, moi-même, commentatrice du rap, pas très visible, j'en parle, et quelqu'un qui est un simple auditeur et qui veut pouvoir... C'est ça la base normalement, c'est ça le chemin, voilà. Donc moi, même si j'aimerais qu'il soit à une échelle plus grande, à mon échelle, ça me va très bien et c'est comme ça que je veux que ça se passe, c'est-à-dire tu n'es pas assez entendu alors que tu as beaucoup de talent. Mon rôle, c'est d'aller chercher ça, d'en parler, de dire... surtout à ceux qui s'ennuient et qui disent « Non mais le rap, moi c'est plus possible », moi c'est surtout ça, qui avaient ce même amour que moi dans les années et qui, je vois, commencent à désespérer en me disant « Non mais je peux plus, c'est plus pour moi ». J'ai envie d'aller les chercher, de dire « Mais regarde, ça c'est pour toi, ça c'est pas mal ». Et donc moi c'est comme ça que naïvement je me positionne. Mais du coup, pour toi aujourd'hui, c'est possible au fait de garder une certaine radicalité ou pas? C'est-à-dire de rester... dans la niche, en fait, de garder ce côté, je refuse d'une certaine manière le compromis bankable, Ouais. même s'il n'y a rien de mal, restons clairs sur ça, mais au fait d'être vraiment dans une niche, mais qui au final n'est plus une niche.
et qui du coup permet de créer une économie indé, qui se superpose par rapport au mainstream et qui en même temps est extrêmement liée au mainstream, mais qui permet à des personnes qui ont des profils comme toi, au final, de ne pas être forcé à basculer dans le mainstream, mais de rester dans ce côté découverte, passion à l'état pur, sans compromis, parce que tu peux te le permettre au final. Ouais, je peux me le permettre parce que tant que je serai à mon compte, je pourrais faire les deux. Je pourrais parler du dernier album de Jul et je pourrais parler de Absolem, qui n'est pas forcément connu, mais comme ça j'aurais dit son nom, un rappeur belge que je viens de découvrir que j'avais repéré un moment, mais que je viens de redécouvrir il n'y a pas longtemps et qui n'est pas très connu. Si je reste à mon compte, je peux faire ça, ce que je veux. C'est-à-dire parler des grands vendeurs de disques et m'exploser en disant « mais c'est génial, mais c'est un chef-d'œuvre, oh là là, il a fait triple disque de diamant, on adore » et commenter ça, voilà, comme n'importe qui le ferait dans un autre média installé. Mais prendre le temps, et moi c'est ça mon objectif, tant que je serai à mon compte, c'est-à-dire là, à ce qu'on m'appelle en fait, je fais des piges, ou je suis sur ma chaîne YouTube, tant que ça reste comme ça et que je ne suis pas lié à un média avec une devanture au-dessus de moi, Combini, Bouscapé, Rap Elite, voilà. Tant qu'il n'y a pas ça, je fais ce que je veux. Qualité, c'est peut-être pas forcément le mot, puisqu'on parle quand même de diffuser à un large public, mais aussi garder une manière de pouvoir découvrir et faire autre chose. Ouais. Bah, j'ai pour objectif de pouvoir faire les deux. Parce que moi, ça me passionne aussi les grosses sorties, les gros artistes, parce que c'est pas une mauvaise chose d'être bankable. Ça me fascine aussi, moi, ce truc de superstar, de comment on se renouvelle, comment ces artistes évoluent, jusqu'où ils vont aller, etc. Moi, toute cette épopée de PNL, moi, elle m'a passionnée, même si je suis pas ultra fan de leur musique, mais l'épopée, leur parcours m'a super passionnée. Donc j'ai envie de pouvoir parler de ce type d'artiste, pour le commenter, le décrypter avec les gens. Mais j'ai envie de pouvoir prescrire un artiste comme Absolem, comme Coelho, un Nantais que je trouve super fort, qui n'est pas de Paris, et que peut-être on va mettre plus de temps à identifier. J'ai besoin de pouvoir passer du coq à l'âne comme ça, parce que je pense que de plus en plus, on va avoir... l'évidence, c'est qu'on me demande souvent mon avis sur les grosses sorties, et on me dit jamais, mais il y a qui, c'est qui en ce moment ta nouvelle découverte? Ça arrive, hein, mais j'exagère, mais c'est moins ce qui revient. Donc j'ai envie de pouvoir faire les deux. Mais c'est vrai que demain, si je travaille pour un gros média digital, ou en tout cas qui doit générer du clic, ce sera moins évident. Peut-être qu'il y aura la place pour ça, mais je sais que c'est une question que je vais devoir me poser. Parce que quand je vais proposer un sujet, ou que je vais dire que j'ai envie de parler de ce gars-là, ou interviewer cette fille-là, ou... peut-être, pas forcément, moi je ne veux pas diaboliser les médias, mais peut-être qu'on me dira non, qui s'intéresse qui. Moi, ça, en étant indépendante, je me pose jamais cette question. Je me dis jamais, mais ça intéresse personne. Moi, ça m'intéresse, j'en parle. Alors que dans une logique où je travaille pour un média, non. Il y a forte chance qu'on me dise non, désolé, Nifa, ça, personne clique. Donc tu peux pas. Tu viens de parler d'un artiste nantais et on va reboucler sur ton histoire à toi, je pense. Mais ça m'intéresse, cette question de la centralité et de la marge. Est-ce que, c'est un grand texte de Bell Hooks que tu connais sans doute, de la marge au centre. Ouais. Et cette position de marginalité centrale, est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu es prête à te battre? Me battre, je sais pas. Je sais que ça... En fait, je suis prête à dealer avec. C'est-à-dire, je sais que ça fait partie de... Puis moi, le choix que j'ai fait de partir géographiquement, de m'éloigner de Paris pour un choix totalement personnel, pour rejoindre mon compagnon à ce moment-là et pour y vivre, et parce que j'avais aussi une lassitude de Paris, dans une ville dans laquelle je tournais en rond à ce moment-là, en tout cas. J'avais besoin d'un ailleurs. Mais j'ai vite compris que... Mais parce que j'avais pas d'objectif particulier artistique, ni... voilà. C'était pas très grave que j'aille vivre dans une autre ville par rapport à ce que je voulais faire. Moi, je voulais juste rejoindre mon compagnon et qu'on vive une vie. Mais après, quand j'ai rencontré des artistes, notamment à Nancy, là, je me suis vraiment rendu compte de cette
marginal. Voilà. Parce que la ville dont tu parles, c'est Nancy. C'est Nancy. Tu as vécu pendant 8 ans. C'est ça. Et donc là, je m'en suis rendu compte déjà parce que j'étais avec un artiste en fait il faisait de la musique. On s'était rencontrés par le biais de ce milieu-là et qui lui-même avait eu cette opportunité via Internet, via MySpace ou je sais plus, de collaborer avec un artiste rap de Paris. Donc ça l'avait fait se déplacer. Et donc c'est comme ça en fait que la connexion s'était créée entre lui et moi. Et donc j'avais déjà ce truc de ah ouais donc tu fais de la musique mais t'es pas d'ici, du coup t'es venu pour donc tout se passe ici quoi. Je m'étais rendu compte à un moment donné comme ça de ce que c'était d'avoir envie de produire de la musique pour lui en tout cas à ce moment-là et de en fait se retrouver à devoir prendre un train et rencontrer les gens etc. pour pouvoir faire ça dans de bonnes conditions dans un studio ou peu importe. Et donc oui c'est toutes ces années-là à Nancy où je me suis rendu compte du côté esselé, du côté manque d'information, manque d'émulation. Moi, je rencontre beaucoup d'artistes, ou je connais beaucoup d'artistes. Un en particulier, d'ailleurs, il se reconnaîtra, que je trouvais extrêmement talentueux. Et on discutait récemment, et en fait, au-delà des moyens, parce qu'on parle souvent de moyens, etc., il a les moyens de pouvoir faire de la musique. Mais l'émulation, en fait. Un retour, une ambiance de studio, un retour sur ce que tu fais, ou quelqu'un qui comprend ta musique, ou tu vois, c'est ça en fait, c'est cette rencontre avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui te relancent, qui te stimulent. Non, ça c'est moins bien, ça c'est mieux, on pourrait faire un clip là-bas, on pourrait faire ça, mais tu sais, ta pochette pourrait ressembler à ça. Tu sais, je connais un photographe, il peut faire ta pochette. C'est ça en fait, ce fourmillement artistique qui est inhérent à une grande ville comme Paris, évidemment, parce que tout va plus vite. Moi, je sais que je suis revenu juillet dernier, sans me dire que j'allais passer à plein temps dans le journalisme, et me voilà. Mais parce que, t'es rentré, mais du coup tu connais lui, mais du coup je vais te présenter lui, mais du coup si, mais tu sais un tel, mais... Et c'est cette chose-là, c'est ce fourmillement, c'est ce côté-là qui manque parfois dans certaines villes de province, pas parce que ces gens-là n'existent pas, mais parce qu'ils sont dans des coins, comme on le disait avant de commencer cet échange, on se le disait hors antenne, c'est que il y a des communautés, des gens qui font des choses artistiques, mais juste peut-être que les gens ne se parlent pas ou j'en sais rien. Moi, je sais qu'à Nancy, quand je suis arrivée, les premières personnes que j'ai croisées, elles dansaient. Le collectif s'appelait Street Harmony. Et donc, c'est mes premiers copains, moi, que je me suis fait à Nancy. Et en fait, je me disais, mais... Et moi, mon compagnon à l'époque faisait de la musique, donc je me disais, mais tu peux faire des morceaux pour qu'ils dansent dessus, enfin... Il y avait des choses qui me paraissaient évidentes, mais peut-être parce que je venais d'un collectif qui s'appelle l'Entourage et que pour moi, en fait, c'était ça. Je savais ce que c'était d'être un collectif d'artistes. Parce qu'en plus, dans l'Entourage, il n'y avait pas que des rappeurs. Il y avait des rappeurs, moi, un peu en community manager, mais les gros guillemets. Il y avait des vidéastes. Donc, c'était vraiment cool. La 75e session, qui est un collectif aussi que je connais un peu et qui avait ce fourmillement. Donc, moi, j'avais déjà vu ça. Donc, arrivé à Nancy, je leur disais, mais les gars, en fait, il faut... Toi, tu fais de la photo, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Bah, c'était pas naturel, c'était pas forcément instinctif. Ils l'ont fait, certains l'ont fait, mais voilà, c'était pas quelque chose de naturel pour certains. Je mets pas ça en disant que dans toutes les villes, c'est comme ça. Moi, je parle vraiment de comment c'était à Nancy. Je sentais qu'il n'y avait pas ce réflexe du fourmillement, de « allez, on y va, on le fait ». Aussi parce que c'est une ville particulière où il est censé faire bon vivre et il ne faut pas trop dépasser. Il ne fallait pas trop dépasser, il ne fallait pas clipper comme ça en plein après-midi quelque part. Je peux comprendre, moi j'arrivais de Paris, donc ça me paraissait, on se met là, on filme, et puis voilà. Nancy, c'est peut-être moins, voilà. Pour les Nancéens qui vont regarder cet échange, j'ai conscience aussi que c'est pas naturel de... Il faut plein d'autorisations, voilà. Il y avait ce truc aussi qui est moins bohème qu'une ville comme Paris, évidemment. Mais je pense qu'il faut rentrer dans l'esprit de certaines personnes que c'est aussi l'émulation qui démarre plein de choses. C'est tu sais faire ça, je sais faire ça. Et même si tu sais pas faire ça et que tu sais pas faire ça, apprenons ensemble. Et on mélange nos forces, on unit nos forces en fait, tout simplement. L'esprit d'émulation. Ouais, l'esprit d'émulation qu'il y avait moins dans une ville comme Nancy. Et c'est pas de la faute des gens. Je pense que c'est quand on a grandi, quand on a vécu dans cette ville, pour moi y avoir vécu près de 10 ans, je me suis moi-même vue moins créer, moins avoir envie de faire des choses, avoir envie de dépasser le cadre, avoir envie de... Voilà, et puis c'est pas facile aussi, c'est-à-dire que
j'ai été en contact avec des personnes là-bas qui créaient des événements, qui ont essayé de créer des événements, qui les ont fait, des concerts, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas forcément un public rap déjà, donc moi je parle vraiment du rap. Donc ça a peut-être été décourageant pour beaucoup de gens de voir que, ah tiens, on fait venir des artistes cool, on fait venir connus, moins connus. Je pense à des Anything But Noise, qui était une édition pour les anciens qui nous regardent et qui ont pu y aller. Anything But Noise, qui était au Hublot, un petit peu à l'autre canal aussi. Les Can I Kick It, où on faisait venir des rappeurs, des choses comme ça. Qui, moi, sont d'excellents souvenirs pour moi, sans aucun doute. Mais j'ai l'impression... Moi, j'avais cette impression un peu de « Ah, c'est tout !» Parce que je voyais que les éditions qui se passaient à Paris ou dans d'autres villes avaient beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'excitation. Et je me souviens même d'avoir flyé dans les rues pour donner les flyers, pour dire « Bah ouais, il se passe ça à Nancy et tout. » Sans plus. Donc je pense que ça pour ceux qui... Voilà, je voudrais pas qu'on pense que ouais, à Nancy, il se passe rien, les gens n'ont jamais rien essayé. Si, il y a eu des essais de créer des choses, mais c'est peut-être pas une ville rap, quoi. C'est peut-être pas une ville qui a ce truc-là, ou une ville qui a trait à ce truc de la musique. Quand il y a des gros artistes qui viennent, oui. Si Youssoupha vient à Nancy, c'est complet. C'est pas... Voilà. Je voudrais pas dire que les gens n'aiment pas le rap, mais ce truc de culture du rap comme on peut avoir à Paris, ou open mic, petit concert, petit line-up avec plein d'artistes pas très connus, mais pour découvrir, il y a moins ce truc-là. Mais Youssoupha vient à Nancy, Orelsan vient à Nancy, Damso vient à Nancy, c'est complet en 5 minutes, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que c'est passé par des canaux de communication larges, donc ils ont entendu ces gens-là à la radio, ils sont fans, ouais, ça vient, ils sont de passage à Nancy, j'y vais. Mais cette curiosité d'aller voir quelque chose qu'on ne connaît pas, et là j'ai parlé du rap parce que c'était des artistes rap qui s'y produisaient, il y avait une sorte de communauté très petite qu'on retrouvait à chaque événement et qui était liée soit à la danse hip-hop, donc Street Harmony entre autres, ou à autre chose, ou au skate, qui disait ouais on y va. Donc il y avait une communauté très très jeune. Et le rap vieillit mal à Nancy en fait. Parce que moi je me souviens, j'y suis restée du coup jusqu'à 2020. Et 2019-2020, j'ai fait quelques concerts du coup avant Covid. Et je me retrouvais vraiment être la plus vieille dans la salle. Mais vraiment, donc du coup, il y a ce truc, comme pour la mutation qu'on a des auditeurs rap, on a ce truc où c'est la musique des jeunes. Et à Nancy, on a un très bon exemple parce que le dernier concert que j'avais fait, je crois que c'était 13 blocs, et qui est un groupe de rap qui est écouté par des jeunes, mais par des gens de mon âge ou même plus âgés. Et il y avait une sorte d'amas, donc déjà la salle n'était absolument pas complète. Non pas que 13 blocs n'est pas populaire, parce qu'ils peuvent remplir des salles partout ailleurs, mais pour donner l'exemple de Nancy, on s'est retrouvé avec un attroupement devant eux, donc de jeunes, la salle quasiment vide, et les vieux derrière. Donc les vieux, c'est 30 ans, sans vous offenser. C'était ça. Les vieux, c'était des gens de 30 ans, derrière, ou plus, mais voilà, c'était 30, 40 ans, quoi. Donc on était au fond, donc on était derrière comme ça, et donc forcément nous on fait plus de pogo et on vient regarder un concert, on n'a pas la même approche des concerts que les plus jeunes, et il y avait cette dichotomie comme ça où ah ouais donc et j'ai eu cette impression comme ça où à Nancy ah oui t'écoutes du rap toi, comme si je voulais pas grandir. Ça je l'ai pas du tout quand je rentre à Paris, je l'ai pas du tout quand je suis à Paris, mais il y a ce truc vraiment la personne de 30 ans n'est pas un mec ou une femme de 30 ans à Nancy, c'est pas la même chose qu'à Paris. Un mec de 30 ans à Nancy, souvent il a une maison, et le rap, c'était avant. Avant j'écoutais du rap, mais maintenant je vais pas aller à l'autre canal regarder un concert de rap. C'est fini, c'est plus pour moi. Je vais peut-être écouter le disque, mais je vais pas me rendre à un concert. Donc je me suis retrouvée pas mal de fois à parler même avec les gens de la salle de l'autre canal, qui sont des gens de mon âge aussi. Ah bah t'es venu... Ouais, aujourd'hui c'est les jeunes, Et donc je voyais, 17, 18 ans, mais vraiment très très jeunes, Et je me rendais compte qu'en fait, non, ça vieillit mal, en fait. C'est juste que ça n'intéresse plus les trentenaires, ils vont peut-être écouter à la radio, mais pas se rendre, avoir ce truc culturel, ce choix de consommer comme ça. Et tu penses que ça tient à quoi? Au fait que ce n'est pas identifié comme de la culture à Nancy? Totalement. C'est pas identifié comme ça. Les personnes je pense que tout ça, c'est des questions d'humains, etc. Si on a la tête d'une salle subventionnée comme l'autre canal, une
en fonction de qui est à la tête de quoi, ça donne pas les mêmes choses, quoi. Donc, moi, je sais que toutes ces soirées qui ont pu se faire, les quelques soirées qui ont pu se faire où il y avait ces artistes moins connus, c'est parce qu'on avait affaire, on avait un interlocuteur à ce moment-là qui avait envie de ça, qui avait envie, oui, pourquoi pas, essayons de faire venir ces artistes-là qui sont un petit peu affiliés à une nouvelle scène, pourquoi pas la tenter. Mais en fait, elle veut rien dire, cette nouvelle scène à Nancy. Parce que quand nous, on tente de les faire venir, nous, on a l'impression que c'est la nouvelle scène qui émerge, et c'était le cas. Mais pour Nancy, non, ce n'est pas une nouvelle scène. C'est pour le microcosme parisien que ça, c'est les jeunes, c'est la nouvelle scène qui va arriver. Donc quand on fait venir, je sais pas, Dean Verbigo, Gros Mo, Némir, tous ces artistes-là, à ce moment-là, peut-être en 2012, 2013, je sais plus, on a l'impression d'être prescripteur, en tout cas celui qui organise cet événement, Romaric, si tu passes par là, il a l'impression de ramener cette nouvelle énergie qui est en train de se passer dans le rap français, de la ramener dans sa ville, de dire regardez. Et en fait, nous, on a passé une bonne soirée, certains qui étaient là aussi, mais qui étaient plutôt connaisseurs, mais sinon, globalement, ça tombe à plat. Parce que il y a ce truc vraiment très nancéen. Et le meilleur exemple, et je pense que sur Nancy, ça va dire beaucoup de choses, c'est l'artiste Kikessa. Donc il y a un rappeur de Nancy, qui aujourd'hui est très bien, et qui a explosé à Lyon. Et qui pourtant a fait tous ses clips à Nancy, à la place Stanislas, qui a revendiqué d'être de Nancy. Et qui a explosé entraînant un peu avec des gens à Lyon, en faisant le Buzz Booster à Lyon, oui à Lyon aussi. Et qui, je crois, en plus même, s'est présenté comme un peu un Lyonnais, parce que du coup, voilà. Mais c'est parti de Lyon. Et c'est après qu'on a découvert, qu'il a dit, oui, non, mais si, moi, je viens de Nancy à la base, etc. Et là, les Nancéens ont commencé à dire, ah, on a un rappeur qui fait des choses. Donc, il y a vraiment ce rapport il n'y a pas un vrai amour de la découverte du rappeur, c'est au moment où il explose et que là, on peut dire, ouais, c'est un mec de chez nous, etc. Mais il n'y avait pas j'ai pas senti, moi, pendant ces 10 ans, une ferveur, une curiosité des nouveaux artistes. Je l'ai pas senti. Alors peut-être que j'étais pas mais c'est petit, Nancy. Donc je pense que j'avais fait le tour et que j'ai vu et qu'en fait il faut faire venir des gens qui sont déjà des stars ou que les gens connaissent déjà parce que en fait la prescription, cette découverte culturelle, cette curiosité d'aller visiter un artiste. Enfin voilà, on parle de rap beaucoup là depuis tout à l'heure, mais même une expo, un artiste que tu connais pas. Un groupement de gens, un groupement d'artistes, c'est moins quelque chose qui intéresse. J'ai été un peu... C'est la seule chose qui m'attristait un peu dans cette ville, c'est le vide souvent d'aller quelque part me rendre à une expo d'un indé et de voir que non, c'est gratuit, pourquoi vous n'êtes pas passé faire un coucou et de voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est intéressant, une expo photo, enfin je sais pas. Après... c'est inexplicable, quoi. Enfin, il y a des... On pourrait... Si, il y a des éléments d'explication, mais j'ai envie de croire qu'au-delà du côté ville, on est un peu tous pareils, normalement, que c'est juste que... Enfin, je peux pas croire qu'il y a juste un regroupement de gens pas curieux dans un même territoire, quoi. Non, c'est pas ça. Mais il y a une histoire, on peut l'expliquer par beaucoup de choses qui ne sont pas forcément ici super intéressantes, mais qui tiennent à l'histoire du lieu, à la manière dont ces institutions réagissent aussi, et à l'image de la ville qu'on a construite. Mais tu disais, Nancy n'est pas une ville rap. C'est quoi une ville rap ? Une ville rap, c'est d'ailleurs, quand je dis, c'est pas forcément une ville qui aime le rap. Je voulais même dire une ville un peu hip-hop. New York, c'est une ville hip-hop, Paris, c'est une ville hip-hop, Bruxelles est en train de devenir un petit peu une ville hip-hop, d'ailleurs. J'ai bien dit Bruxelles et pas Bruxelles, parce que je fais souvent la faute. Donc, une ville hip-hop, pour moi, c'est une ville où on découvre, on va, on ne connaît pas, mais on a envie d'aller voir. C'est ça, une ville hip-hop. C'est global, c'est l'éclectisme, pour moi, le hip-hop. Parce que bon, j'ai dit tout à l'heure que c'était une musique de voleur, parce que voilà, mais c'est une musique de voleur, et du coup, c'est une musique éclectique. Et donc, je pense qu'on est les plus curieux, et c'est pour ça qu'on dure le plus dans le temps. Contrairement peut-être à la variété française ou au rock ou même à la pop qui s'urbanise de plus en plus. Cette pop vient de plus en plus vers nous. Parce qu'en fait, on est les plus curieux, les moins sectaires en vérité. Donc on peut très bien aller à un gros concert de Kendrick Lamar en début de soirée et puis ensuite aller voir une expo et puis après se retrouver dans un genre de squat bizarre pour voir une chanteuse un peu étrange. Voilà, on est clairement des bobos, quoi.
Donc c'est ça, moi, pour moi, une ville hip-hop, c'est une ville qui fait plein de trucs, qui va aller taguer, qui dessine, qui est graphiste, C'est ça, moi, les gens que je fréquente n'écoutent pas forcément du rap, mais ils sont hip-hop. Parce qu'ils vont être curieux, Et c'est pour ça que le hip-hop au sens mouvement, discipline, n'existe plus. Mais l'état d'esprit hip-hop, je le vois dans plein de gens qui ne sont pas de banlieue, qui n'ont pas une casquette en l'air, qui ne parlent pas de gun. Mais ça, même si ça aussi, cette esthétique fait partie du rap. Mais le hip-hop, c'est toute une attitude, tout un état d'esprit que je reconnais dans plein de gens dont on ne pourrait pas soupçonner, mais juste leur curiosité en disant « mais c'est quoi ça, fais-moi écouter mais du coup, elle fait quoi? Elle fait des photos, ok, donc je veux... Hop, et puis ça va vite. C'est la connexion rapide. C'est ça le hip-hop, c'est être là-bas, essayer avec ça, et dans mon rapport à tout ça, et quand je regarde en arrière tout ce qui s'est passé pour moi et pour les gens que j'ai côtoyés ces 10 dernières années, quand on fait le récit, j'ai participé au livre d'un rappeur qui s'appelle Giorgio, c'est terriblement hip-hop. Les connexions qui se sont faites, comment elles se sont faites, pas forcément qu'avec des rappeurs, même avec des photographes, des gens qui font des clips, toute cette ramification de gens dont on parle dans ce bouquin, c'est comme ça que moi je vis le hip-hop, c'est comme ça que je vois, et c'est dans Paris. C'est cartographié, l'histoire de Giorgio, elle se passe dans la région parisienne. Donc c'est pour ça que je dis que oui, il n'y a que dans des villes comme ça, à New York, à Bruxelles, ou quand on parle un peu des artistes belges, Hamza, Damso, Romo Elvis, ils se connaissent tous en fait depuis des années, ils ont tous travaillé avec des producteurs respectifs, etc. Et donc pas forcément que pour enregistrer la musique, mais aussi pour d'autres volets en fait de l'artistique. Et c'est ça en fait le côté hip-hop en fait. Est-ce qu'il y a d'autres villes hip-hop en Europe? Londres. Qui ne soient pas des capitales. Ah, qui ne soient pas des capitales. Marseille. Ah. Ouais, Marseille, cette année, c'est la ville hip-hop par excellence. Depuis le début, c'est une ville hip-hop même, en vrai. C'est une ville rap, puisqu'on a eu on a des pionniers, on a IAM, on a les psychiatres. Mais là, cette année, elle a ce côté hip-hop dans les connexions, dans les artistes qui émergent. Que ce soit ceux qu'on met en avant, c'est forcément des artistes rap, mais même à côté, dans la production, etc. Donc oui, cette année, avec la sortie de Très Organisé, l'émergence de Jul, l'émergence de SCH, Marseille, c'est une ville hip-hop même depuis très longtemps, en fait. Donc voilà, au moins Marseille. Mais là, en tête... Mais du coup, moi, là, j'étais en train de t'écouter. En fait, ce que je vois, c'est une certaine décentralisation. C'est-à-dire qu'être hip-hop, c'est d'une certaine manière frayer son chemin. C'est-à-dire de manière un peu instinctive, presque olfactive, c'est-à-dire que tu renifles ton parcours, quoi. Et ce que je me demande, c'est un peu aussi le but pas trop caché de RAN, en fait, c'est comment les institutions peuvent accompagner ça. Et les institutions, par principe, elles ne décentralisent pas, elles centralisent. Ce sont des plateformes. Donc, est-ce que ça a du sens ou pas? C'est-à-dire, surtout dans une ville, la chose qui est importante aussi, je pense, c'est d'apporter d'une certaine manière cette révolution hip-hop, c'est de lui permettre de se greffer aussi dans des villes de taille moyenne pour permettre aussi à des gens qui ne naissent pas dans des capitales ou dans des grandes villes de permettre à l'énergie de circuler. Oui. Voilà. Ouais. Si ça doit passer par les institutions, cette décentralisation, ça voudrait dire, pour moi, il faut forcément qu'il y ait des vocations qui naissent chez des personnes de la culture et qui perçoivent la culture comme moi, ou en tout cas qui ont ce point de vue qu'on a, on a aujourd'hui, d'aller stimuler, dynamiser d'autres territoires qu'on appelle moyens ou à moyenne population. Il faut qu'on ait la vocation. Et souvent, le mouvement hip-hop, bien qu'il ait muté, bien qu'il ait changé, il est indéniablement à côté ou contre les institutions. Donc, c'est pas évident. Maintenant, la seule chose qui pourrait motiver, moi en tout cas ce que je vois dans l'envie de certaines personnes de la culture, fans de rap, fans de ce milieu, fans de ce mouvement, à vouloir incorporer l'institution, ou en tout cas certaines... c'est qu'il y a un juste retour des choses d'un point de vue financier. C'est la seule chose que je vois. Pas sur la dynamisation des territoires,
même si ça fait partie des choses dont on a envie. Mais comme localement, il y a toujours eu, pas assez, parce que voilà, mais à nos échelles, de manière associative ou média, moi je suis allée à Nantes il n'y a pas longtemps, avec un petit média qui propose des choses dans le quartier de Bellevue, des émissions, ils se sont équipés, etc. Ils font des choses, ils rencontrent des personnes de Paris, de différents corps de métier, dans le cinéma, etc. pour justement sensibiliser les jeunes de ce quartier-là. Donc évidemment que c'est des petites choses à petite échelle, mais comme il y a toujours eu ces choses-là, et qu'il va y avoir de plus en plus, même à l'échelle nationale, j'en suis sûre, à un moment donné, et que ça ne viendra pas des institutions. Moi, j'y crois pas, c'est mon avis. Par contre, ce que je sais et ce que je vois en ce moment, c'est de plus en plus des gens du métier, des fois journalistes, parce qu'ils veulent mettre de l'information sur les choses, des fois un petit peu de maisons de disques, mais c'est des personnes de maisons de disques qui ont des profils hybrides, qui étaient eux-mêmes artistes rap ou eux-mêmes producteurs et qui maintenant se retrouvent en maison de disques en tant que chef de projet, ils ont atterri là un petit peu par hasard et qui ne veulent pas être là pour rien. Commencer à comprendre qui dirige vraiment, qui distribue cet argent et où il va et pourquoi il va. Incorporer des conseils, des comités, etc. Là, je vois de plus en plus de gens du rap, comme moi, avec qui j'ai débuté ou que j'ai vu évoluer, vouloir pénétrer ces institutions-là, la SACEM, toutes ces choses-là, parce qu'à un moment donné, c'est la musique qui vend le plus. Est-ce que ces artistes-là récupèrent les gros comme les petits, perçoivent exactement ce qu'ils sont censés percevoir, et pourquoi ils perçoivent tant et pas tant, etc. Comprendre tout ça, ça, je le vois. Je vois cette envie de pénétrer l'institution, de faire des... Mais il faut que des personnes issues vraiment de ce mouvement-là et qui ont cette connaissance et qui ont une vraie cartographie des artistes et de cette culture pénètrent ces institutions-là. Mais je sais que cette envie, elle est stimulée par l'envie d'influence, l'envie de pouvoir et l'envie de justice, en fait, de justesse et de justice. Parce que je répète encore pour cet artiste-là, mais Fianso, qui en parle justement dans une très belle interview pour son album avec Mehdi Maizi, où il expliquait qu'aucun artiste rap aujourd'hui n'était capable de définir combien il gagnait sur tel morceau, combien valait un stream. J'exagère un peu, mais c'était un peu ça. À qui il fallait demander des subventions, est-ce qu'on avait le droit à des subventions, pourquoi c'était toujours les mêmes qui avaient des subventions, etc., etc., etc. Donc tout plein de choses dont on s'intéresse, nous pas du tout depuis le début, parce que nous on était vraiment dans ce côté auditeur, puis ensuite commentateur ou producteur ou rappeur. Qu'ensuite quand ça s'est fait, on se dit bah c'est bon. Je voulais être rappeur, je suis rappeur, je voulais être producteur, je suis producteur, je voulais être journaliste, je suis journaliste. Pardon. Mais c'est tout. Mais pas s'intéresser à oui ça y est, on est ce qu'on est devenu, mais à quel médium on fait partie dans ce grand truc. À quel médium on participe et à quelle hauteur on a besoin de nous et à quelle hauteur on produit quelque chose qui a de la valeur. Toutes ces choses-là, on commence tout juste à se les demander et il était temps. Alors on a encore quelques minutes peut-être. Peut-être, oui, c'est vrai que ça donne envie de continuer pendant des heures. Et Peut-être la question de la fin. Tu as déjà répondu un petit peu, tu nous as anticipé sans le vouloir. Tu parlais d'être hip-hop. Nous, en fait, la question récurrente qu'on a envie de poser à tout le monde, c'est qu'est-ce que ça veut dire être street? Qu'est-ce que ça veut dire être urbain? Urbain. C'est quoi pour l'urbain toi, je dis pas. Oui, non, je sais. Pour moi, il faut pas écrire le Larousse, quoi. Mais moi, je pense que c'est un mot valise qu'on emploie à juste ou mauvais titre, je sais pas encore, parce que c'est vrai qu'il est assez utile dans mes communications avec les gens qui ne connaissent pas ce milieu. Et c'est un mot que j'utilise beaucoup pour leur faire comprendre un peu où ils mettent les pieds. Et ils savent tout de suite du coup de quoi je parle, que je parle des grands méchants rappeurs. Et que il s'agit de rap, en fait. Quand je veux dire que ça va être un contenu autour du rap, je dis urbain. Donc c'est un mot valise. Ça, c'est mon usage quotidien. Mais urbain, pour moi, c'est la banlieue, en fait. Hein. Je vais pas essayer de tourner autour du bœuf. Moi, j'ai été une jeune banlieusarde et pour moi, l'urbain, c'est ça. C'est les blocs. C'est le côté, voilà, c'est les blocs, c'est les gros ensembles. C'est ça l'urbain, c'est que du bitume, pas beaucoup d'herbe et beaucoup de rap. Merci beaucoup pour Merci à vous pour l'intérêt. Témoignage.